Bonjour à tous, bienvenue dans KSP, le podcast. Ici, on va parler sport, santé et performance, le tout sans prise de tête. On va donner la parole aux kinés, aux médecins, aux coachs, aux préparateurs physiques, à tous les experts du mouvement pour t'aider à mieux comprendre ton corps, à t'entraîner plus intelligemment et à progresser sans te blesser. Nos objectifs sont très simples, te transmettre des conseils concrets, des explications très claires et des outils pratiques pour faire de l'activité physique un vrai levier de santé, quel que soit ton niveau. Mais il faut voir ça comme un système de mise en veille. On est vraiment dans un monde où la préparation physique et la kiné travaillent ensemble. C'est un peu paradoxal parce que la performance des fois te pousse au-delà d'une limite qui devient presque violente. Malheureusement, la blessure, je pense qu'elle fait partie du quotidien du sportif. Les filles qui vont pas chez le kiné, c'est les filles qui n'ont pas le temps en fait de se soigner. Peut-on vraiment être sportif de haut niveau aujourd'hui en France quand on est une femme, s'entraîner comme une professionnelle, répondre aux mêmes exigences physiques, mentales, techniques, mais ne pas toujours avoir les mêmes moyens que les hommes? Aujourd'hui, dans cet épisode, on va parler de performance, de santé, d'entraînement, mais aussi de réalité, terrain et sociétale. Parce que derrière les matchs, il y a des femmes, il y a des sacrifices, des contraintes, beaucoup trop souvent cachées. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Emma Vernier. Emma Vernier est kinésithérapeute le matin et la journée, et le soir, elle s'entraîne sur les terrains à plaquer et à marquer des essais. Emma, merci d'avoir répondu à l'appel du podcast KSP. C'est un plaisir. Merci de m'avoir invité. Du coup, Emma, bon, on va commencer par faire connaissance. Si je te dis Emma Vernier en 3 mots. Alors en 3 mots, je dirais... c'est pas un exercice facile déjà de trouver que 3 mots pour se décrire, mais je dirais sportive quand même, parce que j'ai toujours fait du sport. Et je dirais gourmande. Gourmande. Parce que j'adore manger. Et je dirais souriante. J'espère que c'est un mot qui me définit bien. Souriante? Ouais. Ouais, bah. C'est pas? Bah si, carrément. Carrément. Bah, du coup, aujourd'hui, on est là pour parler dans ce podcast en fait de sport, surtout de performance, parce que t'es joueuse de rugby, de santé au féminin aussi, parce que les problématiques des femmes sont bien différentes de celles des hommes. On va commencer cette première partie de podcast par Emma, la joueuse de rugby, parce que c'est là que tout a commencé. Comment t'en es venue à jouer au rugby? Est-ce que tu peux nous raconter ta rencontre avec le ballon ovale? Ouais, bah moi c'est assez drôle parce que c'est un vrai hasard de la vie. Et c'est marrant parce que c'est très lié à mon métier de kiné, parce que sans l'école de kiné, j'aurais jamais rencontré le rugby. Ok. En fait, j'ai fait 12 ans de basket avant, dans le club de mon village, de là où je viens, dans le Nord, à Huyem. Et puis quand je me suis lancée dans les études de kiné, en première année, l'école organisait une journée des associations sportives de l'école. Et donc on était obligés en tant qu'étudiants de rencontrer, de participer à la vie des sports proposés pour les étudiants à l'école. Et moi, je m'étais inscrite, je pense à la base, genre à cuisse, abdos, fessiers, un truc comme ça. Et il y avait plus de place parce que tout le monde était déjà inscrit là. T'avais 18 ans. Ouais, j'avais 18 ans. Ouais. Et puis il y avait encore de la place en rugby. Donc je me suis retrouvée à faire du rugby en legging, voilà. Et en fait, je suis tombée amoureuse de ce sport directement parce que je viens d'un sport j'ai toujours fait du sport collectif. Je pense que moi, je vis, c'est le collectif qui m'a construit. Et du coup, bah, j'ai commencé à l'école. Cette année-là, il y avait une fille de mon équipe, Camille, qui est devenue une amie, qui m'a dit, bah en fait, Villeneuve, le club de Villeneuve est en train de créer sa propre équipe réserve. On a besoin de filles, donc tu voudrais pas tester en club? Ok. J'ai dit ok. Donc Et ça, depuis, c'était en quelle année? C'était en 2017-2018. Ok. 2018. C'était l'année qui a suivi le titre de championne de France de Villeneuve. Ok.
Donc à l'époque, il y avait que l'équipe pro, mais pas encore l'équipe réserve. Alors on dit pro, on dit plutôt l'équipe en première division, parce que elles n'étaient pas pro, encore moins que nous, et on n'est toujours pas pro. Ok. Mais cette année-là, elles ont été championnes de France, qui est exceptionnel pour une équipe de rugby dans le nord de la France, qui est pas du tout une terre de rugby en plus. Que ce soit chez les hommes, chez les garçons, on n'a pas grand-chose dans le Nord-Pas-de-Calais en termes de rugby. Bah on en a, mais c'est beaucoup moins développé que d'autres sports co qui sont beaucoup plus populaires chez nous. Et donc quand t'es une fille, que tu joues dans le Nord et qu'en plus t'es championne de France, tu viens de créer un exploit quoi. Ouais. Donc l'année d'après, en fait, moi je suis arrivée au moment de l'âge d'or en fait du club, parce que t'es devenue championne de France, tu recrutes, tu construis un écosystème autour de ton équipe, les partenaires commencent à arriver, etc. Et donc moi j'ai connu ça fait du coup ma 10e année au club, ça fait ma 8e année en première division. Ok. Et j'ai connu 4 staffs, j'ai joué avec des internationales de tous les hémisphères, j'en suis super fière et heureuse aujourd'hui quoi. Ouais. Et alors du coup, t'arrives, tu commences par quoi? Faire des entraînements? T'étais avec l'équipe réserve au début? Ouais. Donc en fait, je suis arrivée en équipe réserve. C'est Hélène Elzano qui a à l'époque coaché et elle était entraîneur de l'équipe réserve. Donc elle, c'est une ancienne internationale de l'équipe de France, qui était pilier. Une Bretonne, et quand je suis arrivée, elle me dit bon, c'est toujours bien d'avoir des piliers sous la main parce que bon, c'est une denrée rare. T'es quand même assez bien bâti, tu vas passer ton passeport première ligne et ça nous fera une licence tamponnée. Ton passeport? Ouais, parce que c'est la seule document d'identité. Ouais, c'est un peu ça. C'est un peu ça. C'est ton ticket d'or pour rentrer dans cette secte très fermée de la mêlée. Ok. C'est un monde obscur, mais. D'ailleurs, comment ça? Concrètement, c'est quoi le passeport? Bah en fait, je pense que c'est la seule mesure de prévention qui a été mise en place par la Fédé pour protéger l'intégrité physique des filles qui jouent en première ligne. En fait, on te fait un test de gainage. Mais aujourd'hui, en plus moi avec les études que j'ai fait derrière, bon, c'est quand même, c'était hyper limité à l'époque quoi. On vérifie que tu tiens en 4 appuis. Voilà, il y avait rien de chiffré, il y avait rien de mesuré avec des outils pour je sais pas vraiment mesurer une force en newton sur du gainage cervical par exemple. Aujourd'hui, on doit passer une IRM cervicale pour être sûr de pouvoir d'être apte à jouer en première ligne. En 2026. En 2026. Ouais. Ça, je crois que la règle, elle est passée il y a deux saisons. À peu près. Mais donc à l'époque, je finis en première ligne parce que c'est toujours intéressant pour un club d'avoir ce passeport, parce que quand tu fais du sport compétition, sur ta feuille de match, t'étais obligé d'avoir 6 joueuses avec ce passeport-là pour être sûr d'avoir des filles capables de jouer dans la première ligne. Et du coup, j'ai commencé première ligne numéro 1, donc chez les grosses, on appelle ça. Est-ce que tu peux expliquer un peu pour ceux qui connaissent pas le rugby du tout, qui découvrent le rugby avec l'émission et le podcast, qu'est-ce que les premières lignes, deuxième ligne, troisième ligne? Le rugby c'est assez facile de le comprendre, même si on ne pensait pas comme ça quand on regarde à la télé. Donc moi je joue au rugby à 15. Ça veut dire qu'on est 15 dans la même équipe sur le terrain. C'est par là qu'il faut commencer. Donc on est 30 sur un terrain, c'est un beau monde qui s'anime ensemble. Donc 15 sur le terrain, on est répartis en différents sous-groupes, en gros sous-équipes. T'as du numéro 1 au numéro 8, c'est les avants. Donc chez nous on s'appelle les grosses, les gros cuisseaux. Et on est fiers de se dire qu'on est chez les grosses. D'ailleurs on manque un peu de filles grosses en ce moment au club, donc on recrute, on essaye de recruter des gabarits féminins physiques plus imposants. Et donc ça c'est numéro 1, numéro 8. Donc nous on est vraiment concernés par les phases de conquête. Donc la touche, la mêlée, c'est des phases où t'es recruté parce que t'es solide, t'es capable d'être dans des phases de jeu plutôt arrêtées, mais avec une grosse charge en termes de contact, tu vois, de combat. Voilà, je dis pas que les 3/4 combattent pas du tout, mais c'est pas du tout le même registre. Donc les 3/4, c'est les numéros 9 au numéro 15. Elles sont plutôt recrutées
leur qualité, c'est plutôt d'éviter le contact. Donc elles sont plus rapides. Les arrières aussi. Les arrières, Ouais. exactement. Ouais. Donc elles sont rapides, elles sont recrutées. Souvent, elles ont des physiques plus fins que les nôtres. Et moi, à ce moment-là, quand je suis arrivée, j'étais plus catégorie grosse. Donc c'est pour ça que je suis arrivée là. Et donc en fait, je suis arrivée première ligne. Et l'année où je suis arrivée au club, il y a eu des blessés en équipe 1. Okay. Et donc ils m'ont demandé de venir faire des feuilles de match avec l'équipe 1. Donc je jouais pas pendant beaucoup de matchs, j'ai pas eu beaucoup de temps de jeu, mais j'ai commencé à m'entraîner avec l'équipe première à ce moment-là. Et moi je vivais un rêve éveillé, quoi. J'avais pas de temps de jeu, mais je m'entraînais avec Romane Ménager, avec Gabrielle Vernier, avec ouais. Et j'ai eu cette chance, et aujourd'hui c'est des filles que j'admire encore, même si je joue contre elles et qu'elles m'embêtent un peu, mais voilà, j'ai vraiment évolué avec des filles qui m'ont fait progresser, qui m'ont fait grandir. Et voilà. Et en fait, au bout d'un moment, j'avais le niveau pour avoir du temps de jeu, donc je me suis installée petit à petit. Puis j'ai perdu du poids. Okay. C'est un peu l'inverse, parce que souvent on a un peu l'image du rugby amateur où le rugby c'est un sport un peu de gros. Effectivement, c'est un sport où on fait pas attention à ton poids de corps. Enfin, on va peut-être revenir sur ce sujet-là après, mais nous dans le rugby féminin, chez les avants, on va rechercher des filles lourdes. Donc on fait pas attention. Enfin, on fait attention à ton état de forme si tu prends trop de masse, tu vois, grasse. Mais du coup, voilà. En fait, à un moment, je suis passée deuxième ligne. Okay. Et donc aujourd'hui, je suis deuxième ligne du Stade Villeneuvois. Voilà. Et du coup, qu'est-ce qui a fait? C'est la perte de poids qui a fait que tu sois passé de la première ligne à la deuxième ligne? Ouais, j'étais beaucoup moins solide que d'autres filles qui étaient meilleures que moi en première ligne. Okay. Et puis en touche, j'ai commencé à avoir un physique qui me permettait de sauter aussi. Donc je suis passée de seulement lifter à sauter aussi. Voilà, donc j'ai quitté ce monde merveilleux de la première ligne qui est... En fait, c'est des filles avec qui tu crées beaucoup de liens, parce que en fait, c'est un sport. C'est un cocon. Ouais, c'est un cocon. Mais vraiment, genre, tu vois, on se tient, on se touche. Donc, quand t'arrives dans une équipe, tu connais personne. C'est comme quand t'arrives au travail, ou t'arrives dans une équipe au boulot. Tu connais pas les gens, mais tu vas créer des liens avec eux, professionnels, par des échanges. Et nous, le lien professionnel entre des premières lignes, il passe d'abord par ce lien physique, tu vois. On va se toucher. On va se serrer. C'est évident avec des gens que tu connais pas de t'attraper, de te soulever, de tout ça. Pas plus tard qu'hier, tu vois, je faisais... En fait, c'est un sport, c'est vrai. Au volley, par exemple, tu étais chacun à ton poste et tu vas pas commencer à t'attraper. Ouais, c'est ça. Dans les sports de combat, t'as ça, quoi, mais... Ouais, nous, tu vois, et ça veut pas dire qu'on n'est pas pudique. Attention, il y a des filles très pudiques qui sont pas tactiles dans la vie et tout. Par contre, sur un terrain... quand on est en mêlée, en fait, on doit faire en fait, c'est la fusion des corps, en fait, ensemble. Une mêlée, c'est vraiment 8 personnes qui doivent s'accorder au même instant. Et ton vecteur de force, il doit être sur le même point sur 1 seconde près, quoi. Donc c'est vraiment faire corps et du coup se serrer fort, quoi. Et qu'est-ce qui fait du coup la stabilité dans une mêlée? Parce que tu t'as dit j'ai perdu du poids, du coup je suis passé en deuxième ligne. Comment on peut différencier une première ligne d'une deuxième ligne, d'une troisième ligne? Il y a des différences physiques, techniques. Alors, l'histoire du poids, elle est pas forcément vraie, parce que tu peux être plus lourde en étant deuxième ligne par rapport à ta première ligne. Mais en termes en fait, c'est comme si on faisait un gainage collectif, tu vois. C'est vraiment réussir à verrouiller tous les espaces et à additionner des forces ensemble. Donc, il faut que chaque fille et une capacité de gainage individuelle quand même développée, donc on s'entraîne à ça. Et après, plus on est serré entre nous, et plus on est capable de faire un poids commun. Et nous, c'est ce qui nous a permis des fois de gagner des mêlées à Villeneuve, en étant plus légère, parce que notre pack à Villeneuve est plus léger que les packs qu'on rencontre dans le championnat. Mais on est tellement serré. Ça se détermine en kilos, c'est ça? Ouais, en kilos. Des fois, nous, on arrive à... C'est la somme des poids de toutes les filles de la mêlée. Exactement. Exactement. Et donc, nous, des fois, on a 150 kilos d'écart par rapport au pack adverse. Sur combien? Enfin, l'idée d'un pack chez les filles,
c'est un peu moins de, ça doit faire 600 kilos. 600 kilos à peu près. Parce qu'on fait moins de 100 kilos chez les filles. Chez les garçons, ils font environ 100 kilos chacun. Donc, t'es à 800 kilos, un peu moins de 800 kilos. Tu dois être à 700 kilos. Chez les filles, on doit être à 500, entre 500 et 600 kilos. Ok. Je sais pas dire le chiffre exact, mais voilà. On sait que c'est le lien physique qui te permet d'être plus forte que plus lourd. Après, oui, dans la mêlée, il y a aussi une histoire de coordination et de technique. Parce que c'est pas parce qu'on est plus lourd qu'on va pousser Exactement. avec la même force au même moment, qu'on va être au compact. Et il y a aussi cette synchronisation qui est importante dans la mêlée. Bah, c'est ce qui fait que tu peux renverser des filles plus lourdes, quoi. Si tu pousses ensemble en même temps, ça passe. Du coup, on a parlé de tes débuts de jeune joueuse de rugby. Est-ce qu'il y a un moment où tu t'es dit, là c'est bon, je suis passé dans l'équipe au-dessus, je joue en première division et je suis passé pro, quoi? Très tard. Très tard. Alors, encore une fois, passer pro, on se l'est jamais dit. Ouais. Mais il y a quelque chose qui est très présent chez moi, mais j'ai envie de dire chez beaucoup de mes coéquipières et dans le sport féminin en général. C'est le syndrome de l'imposteur, ou tu vois, ce sentiment d'illégitimité des fois qu'on peut avoir. Moi, j'ai mis longtemps à comprendre que ça y est, je faisais partie des filles qui font partie des groupes des meilleurs de France, en fait. Ouais. Tu vois, aujourd'hui, on est 10 clubs en première division. Tu dois avoir un peu moins de 30 filles par groupe. Donc, tu fais partie des 300 filles qui jouent au meilleur niveau de ton sport à l'échelle nationale. Donc, mais que ça rentre dans ta tête et que tu sois capable aujourd'hui de le dire comme ça, tu vois. Personne ne se dit, je suis pro. Non, parce qu'on l'est pas. Professionnel. En fait, j'ai une de mes meilleures amies qui dit tout le temps ça, c'est fake it till you make it. Donc, fais tout comme si t'étais pro, parce qu'en fait, t'es au niveau d'un pro, tu dois tout faire comme les pros, même si tu l'es pas encore financièrement et sur le papier. Ouais. Et puis un jour, ça arrivera et en fait, t'auras déjà le comportement adapté. Donc, on essaye d'incarner la chose, même si on n'est pas encore reconnu par le système et voilà, par la loi du sport féminin actuel, quoi. Vous êtes pas encore considéré comme professionnel. Ouais, on n'est pas pro. Après, moi, j'ai compris que je faisais partie de ce groupe quand j'ai commencé à avoir du temps de jeu. Ouais. Et que un moment je m'entraînais plus avec l'équipe B, quoi. Ouais. Donc moi l'équipe réserve, ça a été mon équipe pendant mes 2 premières années, et quand je suis montée en élite, je me souviendrai, j'ai fait un long message à mon entraîneur qui était donc Hélène, puis la capitaine aussi à l'époque, Marie-Lou. J'aurais demandé si c'était OK que j'allais jouer en élite. J'avais l'impression d'abandonner mon équipe. Et puis je voulais pas que ce soit pris pour ça y est, elle s'en va jouer avec les grandes, tu vois. Ouais, et puis t'avais quoi, 19 20 ans à l'époque? Ouais, j'avais 19 ans, ouais, entre 18 19 ans. Ouais. Et puis en fait alors qu'aujourd'hui, je me dis mais tu dois l'assumer à fond, quoi. Quand ça t'arrive, faut sauter direct. Si c'était à refaire, j'aurais beaucoup moins de doutes, tu vois. Donc mais en même temps, j'étais super bien entourée, et je pense que toutes ces remises en question liées à ce problème de légitimité, elles te permettent de toujours te remettre en question, de savoir quelle est ta place. Et aujourd'hui, tu vois, quand tu joues en élite, je me dis, toutes les filles du championnat, elles devraient le valoriser sur chaque CV, devant n'importe quel employeur, dans n'importe quel domaine de profession. On devrait dire, en fait, je joue en première division française, quoi. C'est l'équivalent du top 14 chez les garçons. Ouais. Et on a eu du mal parce que on reviendra là-dessus après, mais c'est toujours ce jugement de OK, je suis dans un groupe qui évolue à haut niveau, mais j'ai du mal j'ai du mal à l'assumer, tu vois. Oui, et puis la société, je pense qu'au niveau de la considération, au niveau médiatique, au niveau financier, il y a aussi des choses qui ne sont pas aujourd'hui assumées, et peut-être que c'est ces choses-là aussi qui freinent ta reconnaissance, c'est clair. Ouais. Mais en tout cas, individuellement, c'est en vivant les moments, le temps passé, que tu te dis ouais, là ça y est, j'y suis. Voilà, c'est le temps, le fait que à un moment tu passes de 3 entraînements à 5 entraînements semaine, tu vois ton corps changer.
On a vraiment l'anatomie de notre fonction. Hein, C'est Darwin qui disait ça. Ouais, exactement. Ah ouais, c'est la fonction mon crée prof l'organe. Ouais, exactement. Et en sport, enfin en tout cas dans notre sport, je pense que c'est valable pour plein d'autres sports, mais moi je pense que j'ai les épaules du rugby, quoi. C'est le rugby qui t'a formé ou alors t'avais déjà Je pense que c'est plus le rugby qui m'a formé, ouais. Ouais. Bah j'avais déjà, sinon on m'aurait pas mis première ligne. Ouais. Hélène, elle aurait pas pris de risque, tu vois. Ouais. Mais je pense que oui, j'ai eu la chance. On parlera peut-être de la préparation physique, mais quand t'es entouré d'un staff qui veut te protéger, tu te crées une carapace. Et c'est ton corps en fait, ton outil. Donc voilà, ça fait partie des raisons qui font que tu comprends que ouais, t'es sportive, quoi. Ouais, carrément. Bon, ça, c'est Emma, la joueuse de rugby, la sportive. Et il y a aussi, un peu plus tôt dans la journée, Emma, la kinésithérapeute. Donc, du coup, j'ai compris que c'est un peu la kinésithérapie qui t'a permis de rencontrer Exactement. l'amour du rugby. Exactement. Du coup, t'as voulu faire kiné quand? À partir de quand? Je me souviens plus exactement quand je me suis dit que je voulais être kiné, mais j'ai un souvenir de moi-même avoir besoin d'aller chez un kiné pour une entorse externe à la cheville gauche que j'avais fait au basket. Et j'avais trouvé ça, le concept génial, quoi. De recevoir quelqu'un, lui prodiguer un soin, ça lui fait du bien et derrière il a plus besoin de toi pour aller bien. Ouais. Et rendre les gens autonomes, je trouvais ça cool. J'aime être entourée de personnes. J'aimais le fait de faire du bien aux gens. J'étais pas très scientifique à la base. J'ai galéré moi dans mes études de kiné. Ouais, est-ce que tu peux justement raconter un peu mon parcours? Le parcours pour devenir kiné, parce que ouais, moi en il y a fait 17 000 façons de devenir kiné. Ouais, à fond. Donc moi je suis passée par une des voies. Donc j'ai eu mon bac scientifique au lycée Vandermeersch à Roubaix. Ouais. Et après, c'était c'était pas encore Parcoursup moi à l'époque. Donc je m'étais inscrite en STAPS pour faire la première année de licence kiné. Ouais. Mais j'avais aussi déposé un dossier à l'école Condorcet à Tournai. Ok. Et en fait, j'ai été tirée au sort pour entrer à Tournai. Donc moi, je suis passée par la voie européenne, c'est-à-dire que en Europe, le diplôme de kiné, c'est un diplôme européen. Et donc, tu as des écoles en Espagne, en Belgique notamment. Je cite ceux-là parce que c'est ceux que je connais et ceux qui sont les plus proches de nous. Ouais, enfin, il y en a un peu partout. Voilà. Et en fait, en sortant de cette école-là, ton diplôme, il est équivalent au diplôme français. Moi, à l'époque, j'ai dû payer une équivalence, donc c'était 150 €, je crois. Ouais. Mais en fait, en termes, l'équivalence, c'était, tu payais en fait une démarche administrative. Et après, ils regardaient surtout, au-delà du diplôme que tu avais eu en Belgique, ils regardaient le nombre d'heures de stages que tu avais fait et dans quel domaine tu avais eu des stages. Donc nous, l'école en Belgique s'applique à ce que tu ailles dans chaque métier un peu de la kiné avant que tu sortes de l'école. Voilà. Donc moi, je suis rentrée à l'école en école à Tournai. Mais je sais que moi j'ai mon petit frère qui est kiné aussi aujourd'hui. Ah ouais. C'est une vocation familiale alors. Bah ça l'est peut-être devenu, mais on n'est pas tous kinés. Mon autre frère il est prof de PS, donc bon, ça se ressemble quand même un peu. Et lui Gabin qui est kiné, lui il est passé par la voie l'école française. Donc il a fait le concours à la fac qu'il a eu du premier coup la première année, et puis après il est rentré à l'IFMK à Lille. Donc il y a quand même des différences entre les deux voies. Moi j'ai payé beaucoup moins cher mon école que mon frère qui a été en France. Parce que moi c'était une année universitaire. Ouais. Bah, ce qu'il faut savoir pour les jeunes kinés là qui vont, enfin alors les jeunes kinés ou les étudiants en kiné là qui nous écoutent et qui vont nous écouter, c'est qu'il y a aujourd'hui en France plusieurs moyens de devenir kiné, et notamment donc ce qu'on appelle une PAS, PAS, et une LAS, une LAS. En fait c'est moi à l'époque ça n'existait pas quand j'ai eu mon diplôme en 2013, mais en gros ça va être une licence d'accès santé. C'est ça. Cette licence d'accès santé, ça va être donc vous allez passer 4 jours, en tout cas à Lille c'est comme ça, vous allez passer 4 jours en licence, notamment STAPS,
à Lille, c'est comme ça. Vous passez 4 jours en STAPS avec une spécialité médecine, admettons le vendredi. Et à la fin du premier semestre, vous devez choisir parmi les choix de spécialisation médecine. Donc ça va être soit médecine, sage-femme, dentaire, pharmacien, kiné. Et en second semestre, vous aurez du coup des cours de spécialisation en kinésithérapie. Voilà, c'est ça. Donc ça, c'est le côté licence. Et après, vous avez le côté qui, moi, à mon époque, était la première année de médecine, qu'on appelait PCEMA. Tu connais même pas ce terme? Non, non, et en gros, donc cette première année de médecine, donc là, ça va être les 4 jours de tronc commun en médecine avec une spécialisation en licence. L'avantage de ce système, c'est que avant, ils ont fait ça parce que la personne qui avait fait une P1 et qui réussissait pas, ce qu'on appelait une P1 à l'époque, une PCEMA, alors elle pouvait redoubler et ou se réorienter, mais quand elle se réorientait, il n'y avait pas une continuité de ce qu'elle avait fait. Donc elle perdait presque une année. Ok. Ouais. Et c'est pour ça qu'ils ont inventé ce système. Quelqu'un qui va échouer en première année de PASS ou de LAS va pouvoir se réorienter en L2, deuxième année de licence de sa spécialité. Ok. Ouais. Et donc après, vous avez un concours de médecine, un classement. Que tu fais la même année du coup, enfin. Là, cette année, en PASS par exemple, vous faites le concours de médecine ou le concours de kiné. Et après, vous aurez c'est vraiment loco-régional. Donc là, c'est un concours qui permet d'accéder à l'école de kinésithérapie, notamment ici sur l'île, on en a 2, ce qu'on appelle l'État et la Cato. Donc ça, c'est une première façon d'y entrer. Et ce qu'il faut aussi savoir, comme tu dis, au niveau des coûts en France, c'est qu'il y a autant de coûts que d'IFMK en France. C'est-à-dire que les études de kiné aujourd'hui sont, pour certaines, gratuites. Ouais, c'est variable. C'est comme ça peut aller d'une année universitaire. C'est ça. À 10 000 € par mois. Ouais, pas par mois. Par an, pardon. Quand même. Désolé. Là, ça aurait été vraiment compliqué. Ouais. Non, oui, c'est ça qui crée, je pense, une grosse différence aussi entre les étudiants kinés. Ouais. Maintenant, il y a des syndicats d'élèves de kinés qui sont en train d'essayer de lisser un peu pour l'égalité aussi des chances. Mais la grosse différence entre certains, c'est que il y en a qui prennent un prêt étudiant et d'autres non. Oui, c'est ça. Donc mais ça peut arriver que l'école soit au prix d'une année de fac, quoi. On commence, il y a des kinés qui commencent leur vie de kiné avec des dettes aujourd'hui. Exact. Et donc après, il y a d'autres moyens, notamment les diplômes européens. Où le plus proche ici, c'est le diplôme belge, en Belgique, où là, l'intégration à l'école, ça va être sur tirage au sort. C'est ça, exactement. Donc il y a des numerus clausus, je sais pas comment on dit, mais c'est ça. Enfin il y avait pas aujourd'hui, je pense qu'il y a moins de Français peut-être qui sont admis à l'école qu'avant, parce qu'ils ferment un peu les portes. Il y a tellement de personnes qui cherchent à aller du coup en Belgique, notamment pour le sujet du financement. Mais il y a plusieurs façons de devenir kiné. Après, il y a politiquement ça bouge un peu. Il y a un avenant là qui est passé récemment qui engagerait les étudiants diplômés à commencer dans un milieu hospitalier ou dans une zone non prioritaire. Ouais. Donc ça bouge un peu. On est tous un peu dans ces questions-là en termes de légalité, de démarrage d'activité. Et je pense que un kiné qui a été diplômé il y a 10 ans a pas la même réalité en sortie d'école qu'un kiné qui est diplômé cette année. Donc c'est aussi à prendre en compte. Après je trouve qu'on a un métier qui évolue aussi avec son temps. Ça devient important d'être dans le mouvement, ça devient important de se soigner. Les médecins prescrivent peut-être plus de kiné aussi qu'avant. Oui. Donc il y a une demande qui augmente énormément. Est-ce que nous, on est capable de répondre à cette demande-là? Est-ce qu'on est assez? Comment on le fait? Ça crée le débat aussi aujourd'hui chez les kinés. C'est un gros débat, du coup, est-ce que c'est la kiné cette kiné, est-ce qu'elle a fait de toi la sportive, ou alors est-ce que c'est la sportive qui a plutôt orienté tes choix vers la kiné?
ce que tu m'as dit, j'ai fait kiné Ouais. et j'ai fait du rugby, mais est-ce qu'avant, il y avait déjà un passif de sportif, Ouais, ben, je pense que les deux, enfin, c'est un peu les deux, mais enfin, ça va dans les deux sens. Par exemple, bah déjà parce que si j'avais pas fait ces études-là, j'aurais pas fait de rugby, mais en même temps, j'ai eu beaucoup plus de connaissances du corps Mm. et de moi-même et de comment, enfin, et de n'importe quelle pathologie. En étant dans un milieu sportif, entouré de sportives. C'est là où j'ai rencontré les premiers staffs médicaux de ma vie. Ouais. La préparation physique, j'ai appris des termes au rugby avant de les voir à l'école, par exemple. Donc ça m'a énormément servi. Et en plus de ça, ça m'a donné un cadre. C'est-à-dire que moi, j'ai galéré à l'école. Peut-être parce que je faisais du rugby aussi à côté, on saura jamais. Mais j'allais en rattrapage, il fallait que je m'organise en termes de temps pour les révisions. Le rugby t'apprend à utiliser le temps que tu as. Parce que, bah, en fait, le soir, quand n'importe quel élève choisit entre aller boire une pinte ou Ouais. réviser, Bah, toi, t'as entraînement et tu fais ça après. ça, tu peux le faire là, ouais, après la troisième mi-temps, quoi. Ouais, voilà. Bon, c'était un peu le cas, mais en vrai, pas trop. On sort moins. On apprend à réviser dans les trains, tu Ouais. vois. Donc, je pense que le rugby m'a appris quand même une certaine rigueur. Et le rugby m'a surtout appris à prendre la parole aussi. Je sais que, par exemple, pour ma soutenance de mémoire, j'étais à l'aise Mm. parce que, parce que j'ai réussi le rugby m'a appris à m'affirmer aussi, tu vois. Donc, tu vois, ça va un Ouais, peu ça dans t'a les deux apporté une sens. confiance en toi. Ouais. Ouais. Après, la fille que je suis de base, j'ai fait du sport co toute ma vie. Je pense que j'étais faite pour être dans un milieu comme ça aussi, tu Mm. vois. Donc, et après, j'ai eu la chance, en sortant de l'école, d'occuper le poste de kiné au pôle espoir de rugby de la région, Ok. donc l'APER, Ce à qu'on Aubourdin. appelle la ligue aussi dans d'autres termes. Voilà, c'est ça. Ouais. Et là, en fait, ça a été une énorme formation terrain pour moi en Mm. sortie d'école. Ouais. Parce que j'ai été confrontée à peu près tous les traumatos que tu peux avoir en sport, donc de la lésion musculaire, l'articulaire, la commotion, enfin, et en plus c'était chez un groupe de filles, donc je me suis vraiment documentée ces 2 années-là, et ça m'a mis un bagage terrain énorme pour ma pratique d'aujourd'hui, Ouais. et c'est grâce au rugby. Donc tu vois, les deux participent à l'autre. Chaque domaine participe à l'autre, quoi. Ok. Bah, du coup, là, on a quand même bien exploré les deux facettes de Emma Vernier. Là, on va plonger un peu plus dans le monde du rugby de haut niveau. Donc, du coup, tu fais partie enfin, tu es joueuse de l'AXA Elite 1, donc championnat AXA Elite 1 au niveau du rugby. Il y a 10 équipes. Villeneuve fait partie de ces équipes depuis un petit moment, je pense. Comment s'organise un peu votre saison? Est-ce qu'il y a des prépas physiques avant? Je fais du badminton, nous on a des stages de pré-saison, des choses comme ça. Comment ça s'organise un peu, le championnat, tout ça? Mm, mm. Bah, alors du coup, c'est un sport performance, donc on a des résultats à atteindre chaque année. Donc comme tu dis, comme dans n'importe quel sport où tu fais de la compétition, bah, tu prépares ton corps à la compétition. Hmm, Donc oui, on a de la prépa physique avant la saison. Nous, notre saison, elle dure 10 mois. ok. C'est assez long. Ouais, c'est tendu. Ouais. Non, Ouais, mais c'est super étendu comparé par exemple au championnat canadien, ouais, où elle joue que 4 mois, je crois, que dans l'année, parce que sinon il y a de la neige sur les ouais. terrains. Donc nous, 10 mois, c'est long, donc il faut être endurante, mais il faut être prête aussi. On commence du coup la préparation physique m- fin juillet, enfin mi-juillet, ça dépend de quand démarrent les premiers matchs. On se retrouve en août en collectif, donc tu as d'abord toute une préparation individuelle, Donc c'est un programme qu'on vous envoie. ouais, en autonomie, la PPA. Ouais, Et ensuite, on reprend sur le terrain tranquillement pour refaire un retour au contact en collectif. Et souvent, les premiers matchs, en fonction des calendriers, commencent en septembre. Et on joue en moyenne toutes les 2 semaines. Parce que ok. selon les périodes, là, il va bientôt y avoir le tournoi Destination. On a une Ouais. période de coupure pendant les Destination
où on va pas avoir de match pendant 3 semaines, mais on a eu un bloc juste avant où on a enchaîné 3 matchs, tu vois. Donc voilà, encore une fois, c'est pas hyper pensé pour les pratiquantes Ouais. à ce niveau-là. Mais enfin pour la majorité des pratiquantes, c'est surtout pensé pour les pratiquantes qui évoluent en équipe de France. Mais voilà, c'est une saison longue, donc oui, on se prépare physiquement, on s'entraîne. Alors, combien de fois on s'entraîne maintenant? On a 4 entraînements terrain, 2 entraînements. Par semaine. Ouais, par semaine. Ouais. 2 entraînements muscu. Donc ça, c'est les Ok. 6 qui sont obligatoires. Ok. Et aujourd'hui, on est dans un club qui vraiment pousse vers la professionnalisation. Donc, ils ont ouvert des entraînements extra Ok. de technique, vraiment, tu vois, de travailler ta passe, travailler ton plaquage. Donc, en termes de charge, donc de volume et d'intensité, c'est plus réduit. Ouais. Mais tu vas vraiment travailler sur ta technique. Et ça, c'est sur les heures du midi. Tu peux te rajouter 2 entraînements semaine. Donc, tu peux être entre 6 et 9 entraînements semaine. Voilà, avec Ouais. 2 heures de pratique à chaque fois. Donc, ça te fait Plus les matchs plus les matchs tous le les 15 week-end. jours, Exactement. à peu près. Ouais, donc Ouais. en moyenne, ça fait 22 heures à peu près Ok. par semaine. Donc, c'est presque du bi-quotidien. Ouais. C'est... Ouais, c'est ça. Ouais. Nous, on dit souvent parce qu'on s'entraîne du coup le soir, parce qu'on est toutes pluriactives. On appelle ça Toutes pluriactive. Ouais. En fait, On parlera après de tout ce qui est double projet ouais, et ok. la nécessité de tout ça. Yes. Mais ouais, du coup, on s'entraîne souvent le soir. Ouais. Et collectif. En collectif, pour que tout le monde soit là, parce que certes, il y en a qui bossent pas, il y en a qui sont étudiantes, il y en a qui sont dispo. Moi, je suis kiné, je suis indépendante. Certes, je peux un peu jouer avec mes horaires, mais bon, quand même, il faut que je passe du temps avec mes patients. Donc, c'est pas incompressible non plus. Enfin, Sinon, ils c'est râlent, incompressible, justement, exactement. Et donc, on s'entraîne le soir pour être ensemble, pour être au moins 30 sur le terrain. Et donc, on dit qu'on donne les 100% des 30% qui nous restent de la journée, quoi. Ok. Donc, c'est ça la réalité aujourd'hui. On travaille du coup notre prépa physique. On a un prépa physique à temps plein qui bosse pour nous. Ok. On a la chance d'avoir eu, grâce notamment à KSP, on a de la prévention qui commence à arriver. Pour moi, c'est vraiment un signe qu'on tend vers la professionnalisation. Ça Oui, fait c'est vraiment partie de l'évolution de notre sport. La prévention, donc nous, ça prend la forme de tests qui sont réalisés au début de la saison, qui permettent d'établir des profils selon les joueuses, pour adapter la préparation physique au profil, mais c'est aussi pour déceler peut-être Des risques de blessure. un déficit, etc., pour vraiment faire attention à l'intégrité de la joueuse. Donc, quand on parle de prépa physique, moi, je parle beaucoup de prévention, en fait. La prépa physique, au rugby, elle est surtout là pour t'as deux axes. C'est vraiment la partie performance pour être encore plus puissante, encore plus rapide, etc. Mais t'as surtout la partie pour être prête à jouer et pas te blesser. Et je pense qu'il faut d'abord comprendre ça quand tu vas à la salle ou quand tu vas chez le kiné, avant de te dire que tu vas là pour être la meilleure. Tu vas surtout là pour te protéger, et c'est ça qui te rend assidu en prépa physique. Justement, tu fais bien de parler de prévention parce que c'est nous, notre corps de métier avec KSP. Est-ce que vous tendez tout doucement vers une individualisation des programmes d'entraînement ou de musculation? Ouais. Ouais. Grâce à des dispositifs comme ce que vous proposez vous. Ouais. Après, il faut avoir derrière un prépa physique qui met en place, qui applique les datas qu'on lui donne, qui crée un programme adapté à ça. Nous, l'année dernière, on évoluait par exemple avec le système d'une application où en fait tu reçois ta séance directement sur ton téléphone, qui est pas forcément la même que ta coéquipière. Ce qui est différent aujourd'hui, c'est en fonction des postes. Tu vois, les premières lignes peuvent avoir une préparation qui est différente des troisièmes lignes ou des arrières, parce on doit pas développer les mêmes qualités athlétiques. Et puis, en fonction de nos déficits, on peut avoir des exercices de prévention spécifiques qu'on doit faire, et qui sont en plus des séances de muscu. Donc souvent, on a une routine individuelle qui est adaptée, et ça, c'est vraiment individuel. C'est vu avec un kiné souvent.
Et c'est en plus de la prépa physique. Donc, on est vraiment dans un monde où la préparation physique et la kiné travaillent ensemble et sont là pour la joueuse. Et ils sont aussi un peu psychologues de temps en temps pour pouvoir gérer toute la charge qu'on peut avoir avec les entraînements. Mais voilà, après, grâce aux tests aussi, on a nos profils force, puissance. Ouais. Donc, on peut être dans des menus qui vont être axés sur la force, axés sur la puissance ou axés sur l'hypertrophie, par exemple. Ouais. Voilà, mais tout ça, c'est grâce à des tests. Et donc, il faut prendre le temps, il faut mettre les moyens pour qu'on puisse les faire. C'est ça. Et on a la chance à Villeneuve de l'avoir fait cette année. C'est pas vrai encore dans tous les clubs. Et je pense que si on veut se professionnaliser, il faut aller vers ça pour protéger les filles. Il faut, oui, pour protéger les filles. Et puis, il faut amener, nous, notre démarche, ça a été auprès de Villeneuve d'amener l'expertise qu'on peut avoir déjà dans les clubs professionnels, que ce soit au rugby, au football, en NBA, des tests qui vont être spécifiques à chaque fille, à chaque individu, et aussi de donner des conseils en prévention et en musculation en fonction de chaque poste. Parce que les qualités physiques et athlétiques d'une avant, qui va avoir besoin de beaucoup plus de force, de puissance pour pousser dans la mêlée, pour aller au contact, de résistance, de gainage, vont pas être les mêmes qualités que une 15, une arrière, une Exact. ailière. On va pas lui demander d'aller au tampon, on va plutôt lui demander de travailler, elle, ses appuis, sa rapidité d'exécution. Et justement, cette individualisation de la performance, elle est hyper importante, et notamment dans un sport comme le rugby, où entre le numéro 1 et le numéro 15, il y a un monde au niveau physique. Bah, ça Et des tend demandes. quand même à se rapprocher, surtout chez les garçons aujourd'hui. Oui. Tu vois des physiques qui se ressemblent. Oui. Après, il faut qu'une ailière, elle soit capable de prendre le tampon. Le Ouais. jour où elle le prend, du coup, enfin, effectivement, il y a un peu des spécificités, mais on a quand même une base de sport de contact où tu es obligé d'avoir la même prévention chez tout le monde, quoi. Bah là, en Un prévention, pilier peut plaquer une ailière, tu vois. oui. Mais ce qui est sûr, c'est Ça qu'en arrive. prévention, la notion de force, c'est un terme qui faisait peur avant, et c'est une qualité athlétique qui a été longtemps oubliée, la force. Donc la force, pour vulgariser ça un peu, ça va être soulever du très lourd sur peu de répétitions. Et on pensait au début que ça allait ralentir la course des personnes, ça allait les rendre moins athlétiques, plus lentes. Et au final, c'est tout le contraire qui se passe. Et au début, on pensait que si on travaillait en force, on perdait en puissance ou en endurance. Et au final, les filières se complètent. C'est ce qu'on est en Exactement. train de voir aujourd'hui. Et donc, c'est important de tout travailler, notamment la force, porter du lourd en prévention, c'est ce qu'il y a de mieux. Et nous, on l'applique sur le terrain, du coup. Ouais. On le voit, Oui. on voit les changements sur les performances des filles. Ça marche. Donc, du coup, tu as parlé de kiné de prévention. Est-ce qu'il y a beaucoup de filles dans l'effectif qui consultent un kiné régulièrement? Parce que moi, en cabinet, je suis essentiellement kiné du sport, et je vois énormément de sportifs qui ont des petites blessures à réparer. Et le sport, le sport nous évite de crever, donc ça, il faut le savoir quand même, c'est important, ça nous permet de vivre plus longtemps. C'est ça. Et on dit toujours qu'on ne meurt pas d'une tendinite. Donc oui, quand on fait du sport, malheureusement, la blessure, je pense qu'elle fait partie du quotidien du sportif. Et je connais pas beaucoup de sportifs qui se sont jamais blessés. qui se sont jamais blessés. Et on va se dire, oui, mais je vais rester dans mon canapé et je vais pas me blesser. Oui, mais en fait, si tu restes dans ton canapé et que tu portes une valise pour prendre l'avion, aller en vacances, tu peux te faire un lumbago. Donc au final, il y a... Non mais... est-ce que les filles consultent souvent des kinés au niveau récupération, un peu, comment ça se passe? Alors, oui, parce qu'on a la chance, du coup, au club d'avoir un staff médical dont Alex fait partie. Donc, Ok, Alexandre Leclerc. voilà, Ouais. je veux pas faire de teasing, mais on a de la chance d'être accompagné par Optim, qui met à disposition tous les services qu'une récupération peut offrir à haut niveau. Donc on a accès par exemple à Optim tous les lundis, et ça c'est gratuit pour toutes les filles du groupe. Ok. Le seul frein, c'est la dispo horaire. Donc les filles qui vont pas chez le kiné, c'est les filles qui ont pas le temps en fait de se soigner. Et c'est là la limite, tu vois, qu'on voit
dans l'amateurisme, en fait. C'est que on propose ce soin-là. On a la chance d'avoir des kinés à chaque entraînement, par exemple, Ouais. pour, on va dire, les soins bobologiques ou les straps, Strapping. etc. Ouais. Donc ça, c'est du quotidien. Donc tu as des filles qui les voient beaucoup plus souvent que d'autres. Si t'as pas de strap, si t'as déjà eu ta routine individuelle à faire enfin, je sais pas, pour n'importe quelle tendinite ou j'en sais rien, t'es pas obligé d'aller voir le kiné à chaque entraînement. Par contre, t'as accès à la récup tous les lundis après les matchs. Ok. On a un rapport privilégié avec un médecin du sport aussi. Nous, notre docteur aussi, c'est Olivier Roblé, qui est médecin de l'équipe Ok. de France, Ouais. qui est équipé, qui a un échographe, qui nous fait gagner un temps fou sur un diagnostic Ouais. et qui du coup aide énormément les kinés à être beaucoup plus Efficient. efficaces et Ouais. efficients. Et puis d'avoir des délais aussi de retour terrain plus clairs et plus... Quand on reçoit un patient qui a par exemple une lésion musculaire ou de l'entorse et qu'on n'a pas une échographie à disposition, à mon sens, c'est hyper compliqué de proposer la rééducation qui est adaptée parce que nos protocoles de remise en charge progressive, aujourd'hui, c'est surtout de la remise en charge progressive, ils vont dépendre du délai de cicatrisation de la lésion musculaire. Et entre un grade 1A, 2C, 3B, on va pas appliquer du tout la même chose. Et avec nous, nos petites mains de kiné, c'est impossible de déterminer. Ouais, ce que je dis souvent, t'as pas un échographe dans les mains, quoi. Bah Donc, non, non, on l'a pas. Donc ça, c'est dans le monde du sport en tout cas, et que ce soit au niveau amateur ou ouais, professionnel, l'échographiste, il est indispensable. exactement. Et après, ce qui est super important, c'est surtout le contact qu'on a avec le staff médical, Mm. qui pour moi est essentiel pour avoir été des deux côtés du coup de la barrière. Euh, les kinés sont ceux à qui tu vas confier une douleur, ceux à qui tu vas dire bah en fait ouais là j'ai mal mais en fait je pense que je peux jouer quand même. Ouais. C'est aussi qui vont transmettre l'info au staff pour dire bah elle est dispo. Il y a quand même une chose importante dans le sport en général et en fait le rapport entre la santé et le sport performance, Ouais. des fois c'est un peu paradoxal parce que la performance, des fois, te pousse au-delà d'une limite qui devient presque violente quand la santé te dit non, c'est bon, si tu fais de l'activité physique et t'es pas obligé d'aller derrière la ligne, quoi. Oui. T'es pas Euh, obligé de franchir exactement. la ligne rouge Ouais, de voilà. ta QSM, cher Blaise Dubois. Exact, exactement. Et tu vois, par exemple, un kiné, enfin, tu vois, quelqu'un qui va te dire allez, vas-y. C'est bon là, t'es blessé, mais vas-y, serre les dents, fonce. Mm. Il y a des kinés qui le font pas parce qu'ils sont assez éclairés pour savoir qu'il y a des limites en fait sur le mal qu'on est capable de se faire en tant que sportif. Mm. Parce qu'il y a des sportifs qui ont une notion de la douleur qui est complètement erronée, quoi. Ouais. Enfin, moi j'ai une coéquipière peut-être que les gens la reconnaîtront, qui a jamais été voir un kiné de sa vie, qui a jamais été blessée Ok. et qui joue en élite depuis 10 ans. Et je suis sûre que, enfin, elle est incassable cette fille-là, Ouais. mais par contre, C'est Iron Woman. exactement. Mais elle est super difficile à soigner. C'est... Tu vois, les kinés, ils savent pas du tout, du coup, Mm. comment elle a mal, quoi. Elle montre jamais qu'elle a mal. Donc, Ouais. voilà, le rôle du staff médical, c'est surtout, voilà, apprivoiser la sportive pour qu'elle soit en confiance et avec son corps et avec son staff pour dire, bah, voilà, là, j'ai besoin de récup, j'ai besoin... Nous, par exemple, dans notre entraînement, dans ce qui fait partie aussi du haut niveau, maintenant, on doit répondre à des états de forme, donc le Ouais. wellness. Ok. C'est des Euh, questionnaires ouais, en ligne. ouais, exactement. Ouais. Qui permettent d'adapter la charge de nos entraînements. Donc, Ok. si par exemple, collectivement, ils voient qu'ils ont des retours dans le rouge pour la majorité des filles, Ok. ils vont diminuer la charge d'entraînement et ils vont adapter ça. Du coup, c'est hebdomadaire? C'est 2 fois par semaine. Ok. On en a un en début de semaine. Ouais. Et oui, on en a deux. On en a un en début de semaine et un à la fin de la semaine, avant le dernier entraînement de la semaine.
sachant que le dernier entraînement, souvent, c'est la veille du match Ouais. pour voir si on met beaucoup de courses ou pas. Et ça, c'est important. Et ça permet aussi d'avoir une fenêtre pour les filles pour s'exprimer si elles ont une douleur quelque part ou un doute, etc. Ça permet d'aller vers la joueuse pour dire: «Ah, tu m'as dit que là, tu étais un peu plus fatiguée, qu'est-ce qu'on peut mettre en place?» etc. Ouais. Donc ça fait partie de l'entraînement. En fait, vraiment, la partie santé fait partie de l'entraînement. Ouais. Et c'est là où, en tant que kiné, tu t'intègres le sport, en fait. Tu intègres vraiment le sport performance. Après, on a d'autres personnes qui nous entourent, qui nous permettent de faire de la vidéo, de l'analyse. Ça Vous aussi, avez ça... des analyses vidéo Ouais, maintenant? on a de l'analyse vidéo. Ouais. Nous, on travaille avec un logiciel qui analyse les matchs. En fait, Ok. maintenant, avec l'IA, ça se fait plus facilement. Donc, tu payes le logiciel et puis derrière, tu rentres le match et tu as des stats. Vous Enfin avez bon, quoi comme faut quand même. data? Par exemple, le Mmh, nombre de courses effectuées, ouais. le nombre Alors, de kilomètres par joueuse ou pas? Il y a un ouais, tracking à ce niveau-là? exactement. Donc ça, c'est 2 choses différentes dans les datas. En termes de charge, donc effectivement, on porte des GPS. Mmh. Donc ça va être vraiment des données sur, le nombre de courses à haute intensité, combien de mètres tu as parcouru, on les porte à l'entraînement et au match. Mmh. Et puis après, tu as les autres datas qui sont vraiment sur le rugby pur, où là, c'est de l'analyse vidéo sur, combien de plaquages tu as effectué, Ouais. voilà, les courses, et c'est là où on va analyser les stratégies, les nôtres et celles des adversaires, Ouais. voilà. Donc c'est assez, complet. Ah bah, c'est pour un sport, Amateur. amateur, c'est Ouais, plutôt un sport qui se professionnalise bien. exact. Du coup, vous avez ça et après vous avez aussi les déplacements. Mmh. Comment vous déplacez? Comment Ouais. vous faites des mises au vert parfois, des choses comme ça? Ta question, vient, pile poil, dans la bonne semaine. Ah, Nous, on a la chance à Villeneuve d'avoir un club qui a choisi de nous faire voyager en train OK. et pas en bus. Après, il faut imaginer la carte de la France. Ouais. Nous, on est à Lille et on joue, là, on s'en va jouer contre Montpellier samedi, on joue contre Toulon, on joue contre Bordeaux. Donc ceux qui sont bons en géographie vont comprendre qu'on fait pas mal de kilomètres. Mmh. Et on a la chance de pas beaucoup voyager en bus. On le fait une fois dans l'année, c'est pour aller à Bobigny qui est à Paris. Donc, OK. en termes de fatigue sur le voyage, on est plutôt bien parce que on se déplace en train, on essaye de rentrer à des heures où tu peux encore avoir de la récup. Donc ça, sur les déplacements, ça prend du temps et ça t'enlève un peu du temps perso chez toi. Mmh. Mais on a toujours nos déplacements pris en charge par le club. On arrive tôt avant les matchs enfin, dans la mesure du possible. Des fois, à cause des grèves, par exemple, à Bordeaux, la dernière fois, il y avait plus de TER, donc on a dû marcher, enfin, plus de tram, donc on a dû marcher à pied dans Bordeaux. Bref, on est arrivé, on était Ça fait fatigués. l'échauffement, quoi. Voilà, c'est ça. Mais non, on a un club qui fait vraiment attention à nous. On dort à l'hôtel. Souvent, on arrive la veille quand on joue le OK. dimanche. Donc, sur une semaine complète, on s'entraîne mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Samedi, on part en déplacement. Dimanche, on joue. Lundi, récup. OK. Et tu recommences. Mardi, mercredi, jeudi, vendredi, etc. Donc, on s'ennuie pas, quoi. Non. Et OK, bah, c'est Et le staff médical se déplace avec nous. systématiquement. Donc Ouais. vous avez médecin, kiné? Non, le médecin, il est dans le club qui reçoit. Ouais. Si tu joues à domicile, c'est ton médecin qui fait ça. En fait, Mmh. l'équipe qui reçoit Ouais, met à fournit le médecin. disposition un médecin. OK, Par contre, nous, on a nos kinés avec nous. d'accord, systématiquement. Ouais. Ouais. Moi, j'ai une question quand même centrale, c'est, la question, en fait, des spécificités féminines. Parce que là, on a parlé de, bah, déjà de un peu de différence, déjà au niveau structurel, au niveau, déplacement avec les garçons. Est-ce que, la notion des cycles menstruels, vous l'abordez ou pas? Est-ce que vous avez des gestions d'entraînement, bah, notamment, tu m'as dit, vous avez des GPS, il y a du tracking qui commence à se mettre en place. Est-ce que, est-ce que comment dire? Votre cycle d'entraînement s'adapte à vos cycles? Est-ce que vous en parlez? Alors, c'est vrai que c'est un sujet, quand on parle sport féminin, on pense beaucoup à ça. Ouais. Mais aujourd'hui, malheureusement, enfin, en tout cas, moi, j'ai pas encore eu un entraînement qui s'adaptait au cycle, sachant que le cycle est individuel et que on s'entraîne collectivement. Donc, il faudrait qu'on soit toutes
dans la même phase au même moment pour adapter cette charge-là. Dans le questionnaire d'état de forme, maintenant on doit répondre si on est indisposé ou pas. Ouais. Enfin, si on est en période de menstruation, c'est comme ça que c'est appelé. Il faut savoir que le cycle, si on peut faire peut-être un petit Là, on va rappel faire un petit... du cycle hormonal chez les femmes, qui est très différent du cycle hormonal chez les garçons. Et c'est une grosse différence du coup homme-femme dans le sport. Mais nous, le cycle, il dure un mois, alors que Ouais. chez 28 jours, à peu près un mois, alors que chez les hommes, c'est un cycle qui se tient sur 24 heures. Donc ça, c'est déjà une grosse différence. Et puis, moi, j'ai une amie qui un jour m'a fait cette image des 4 saisons pour bien comprendre le cycle féminin. Donc, on commence par le printemps. Donc ça, c'est la phase folliculaire. Printemps, été. Été, c'est ton ovulation. Mhm. Automne, donc ça, c'est la phase lutéale où là, tu as un risque de blessure parce que tu commences à être fatigué, mais c'est surtout que tu te remets en question, tu doutes, tu as des changements d'humeur. C'est à cause de cette phase-là qu'on nous dit « Ah, toi, tu vas bientôt avoir tes règles. » Voilà, ça, c'est la phase lutéale. Donc souvent, déjà, au niveau des idées reçues, on dit t'as tes règles, t'es de mauvaise humeur. En fait, Souvent, c'est juste avant. c'est plutôt avant que pendant. Exactement, Ouais. voilà. Et la semaine d'après, du coup, c'est les règles. Ouais. Voilà. Et donc, en fonction des filles, déjà, le moment où tu as tes règles, cette durée varie. Tu peux avoir des filles qui ont mal. Tu peux avoir des filles qui ont pas du tout de maux de ventre ou pas du tout de symptômes pendant leurs règles. Tu as des filles qui vont avoir des flux beaucoup plus importants que d'autres. Tu as des filles qui vont avoir une phase lutéale beaucoup plus importante. Donc, par exemple, la semaine avant leurs règles, elles vont pas du tout être en confiance. Mais à l'entraînement, mais même dans leur vie, elles vont remettre des choses en question. Voilà, t'apprends à te connaître et à gérer ça. Et effectivement, je pense que c'est... Et pour parler du positif, du coup, les 2 autres phases, au contraire, là, tu peux l'exploiter sur la performance. Donc celle du printemps et de l'été. Ouais, exactement. Donc folliculaire et ovulatoire, là, tu es en énergie. En fait, tu produis les hormones qui vont vers cette performance. Donc au niveau hormonal, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la femme, elle a, ses hormones fonctionnent toujours tout en même temps. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas dans telle phase une hormone qui est synthétisée et l'autre pas du tout, et ainsi de suite. Mais c'est surtout des taux hormonaux qui vont varier. Et jusqu'à la phase d'ovulation. Donc la phase d'ovulation, c'est la phase où l'ovocyte, l'ovule, va être expulsé de l'ovaire. On va avoir une montée des œstrogènes. Et ensuite, une fois que l'ovule sera expulsé, produit, il va falloir qu'il soit dans un but d'avoir un bébé, de concevoir. Il va falloir qu'il soit maintenu par l'endomètre, donc la paroi utérine. Et là, ça va être la progestérone qui va faciliter déjà la prolifération de cette muqueuse utérine et l'attachement de l'ovocyte, de l'ovule dans cette muqueuse pour qu'il puisse être nourri et se développer. Ouais. Et quand il n'est pas fécondé, on perd cette muqueuse-là. Ouais. Et c'est à ce moment-là qu'on a nos règles. Voilà. Mais effectivement, il peut y avoir des grosses influences de ce cycle sur notre performance. Il y a des filles qui passent à un traitement hormonal pour gérer leur cycle, pour la performance. Donc pour le gérer ou pour couper les règles? Il y a les deux. Il y a les deux? Ouais, il y a les deux. Des fois, ça va s'arrêter juste à des douleurs. On veut gérer les douleurs, on veut pas avoir mal. Et puis des fois, tu as des pilules en continu pour... tu as des filles aussi qui n'ont pas forcément la pilule en continu, mais qui vont décider de passer à la plaquette suivante juste après pour, pendant une compétition, pas avoir leurs règles. Et en fait, ça, c'est un sujet... C'est du vécu? C'est du vécu, ouais. Pas moi. Non, mais oui, bien sûr. Je vois ça souvent dans le sport de haut niveau. Oui. Ouais. Et tout sport confondu. Ouais. Et encore, nous, on est dans un sport où le physique est moins regardé, mais je pense aux gymnastes, je pense aux nageuses, je pense aux filles qui évoluent en culotte dans n'importe quel sport, même le beach volley, tu vois.
Et j'espère qu'elles auront le choix de s'habiller comme elles veulent, mais tu as des saignements qui pourraient attirer ton attention sur ça. Là, au JO d'hiver, il y a une sportive qui en a parlé, je reviens plus sur son nom, mais qui a parlé qu'elle était en train d'avoir ses règles et elle s'est mise à pleurer devant le micro. Bah, sur les réseaux, c'était parti, quoi. Ouais. Elle s'est fait un peu lyncher parce qu'elle évoquait le sujet, alors que ça fait partie de la réalité de la sportive. Et c'est malheureusement encore tabou. Ouais. Euh, alors, est-ce que c'est tabou ou est-ce que... Enfin, si je pense que c'est tabou, en tout cas, on évite d'en parler, ça doit pas être un sujet. On en parle plus entre nous. Après, nous, on est un collectif de filles. Donc déjà, tu évolues avec des filles. Je pense que la parole se libère beaucoup plus facilement au sein même de notre équipe. Mhm. Et puis surtout, on a la chance de se connaître. Donc, tu vois, on est capable de dire, bah voilà, là, je suis pas bien, les filles, je vous le dis avant qu'on Ouais. commence l'entraînement, parce que je suis dans cette semaine-là, tu Ouais. vois. Ouais. Et donc, on va être beaucoup plus empathique, tu vois. Et on va se mettre dans les bonnes conditions pour pouvoir évoluer quand même. Mais c'est hors de question, et ça n'arrive plus qu'une fille rate un entraînement à cause de ses règles, tu vois. Ça arrive plus du tout, ça? Bah, ça arrive de moins en moins. Donc, Ouais. est-ce que c'est parce qu'elle fait des efforts surhumains ou est-ce que c'est parce qu'on a plus du tout mal quand on a nos règles? Ouais. Moi, je pense que c'est la première option. Donc, est-ce que les entraînements s'adaptent sur un sport collectif? Aujourd'hui, je trouve que, enfin, je suis pas préparatrice physique et moi, j'ai pas encore eu l'expérience de ça. Mm. C'est-à-dire bah, d'être capable d'adapter l'entraînement à nos cycles. Ouais. Après, la première chose à faire, déjà en tant que femme, mais ça concerne le sport de haut niveau, mais ça concerne surtout tout le monde, enfin toutes les filles du monde, c'est d'apprendre à se connaître, d'apprendre à repérer son cycle, à le comprendre, du coup à mieux comprendre comment on fonctionne, et après à le ressentir. Moi, j'ai compris ça il y a pas très longtemps, et je vais bientôt avoir 30 ans, et en fait, j'ai cette chance d'avoir fait des études En santé? en santé, Ouais. de m'être intéressée à ce sujet-là pour comprendre que, bah ouais, là d'un coup, je me sens bien, je bats mes RP dans tout. Mm. Pourquoi? Alors que la semaine d'avant, j'étais nulle. Ouais. Ben, en fait, tout s'explique. Tout s'explique par la biologie aussi, tu vois. Ouais. Donc, enfin, c'est une partie de la particularité de la femme. Après, il y a plein d'autres choses qui sont communes avec les garçons. Le mental, la psychologie, Ouais, tout à fait. le sommeil. Enfin, on parlera peut-être du REDES après, mais le cycle. Moi, j'ai lu un bouquin qui s'appelle Kiffe ton cycle. Donc, si vous voulez vous informer, On, va- allez le lire. on vous mettra le lien dans les commentaires. Voilà, donc Kiffe ton cycle, c'est vraiment un livre qui t'apprend ce que c'est le cycle et qui te fait bosser sur ces différentes phases-là. C'est vulgarisé, donc c'est sympa à lire à tous les niveaux. On n'a pas besoin d'avoir fait des études en santé pour le comprendre. Et je pense que du coup, comprendre le cycle en tant que fille, ça te permet d'être plus indulgente aussi avec toi-même et d'être meilleure. Et en tant qu'homme, ça permet aussi de mieux comprendre la personne que tu as en face de toi. Et bah pareil, d'être plus indulgent et de l'aider à être meilleur aussi. Ouais. Mais alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau de la science, c'est intéressant ce que tu dis, parce que alors la science aujourd'hui, les études scientifiques, bah, malheureusement, alors de un, elles s'intéressent pas encore enfin, pas de manière assez franche aux femmes. Il y a 9 études sur 10 aujourd'hui qui s'intéressent plus à des hommes et il y a que très peu d'études qui s'intéressent à la performance au féminin et à la femme. Donc ça, c'est déjà une problématique. Et au niveau des études scientifiques, aujourd'hui, il n'y a pas de consensus enfin, il n'y a pas de lien direct entre cycle et performance. Alors, dans les idées qu'on a, on dit toujours quand même que la femme, en période folliculaire, elle va avoir une laxité ligamentaire qui va être un peu accrue à cause des hormones, et notamment des oestrogènes. Mais il y a, enfin, les études scientifiques, le niveau de preuve, il n'est pas assez fort aujourd'hui pour l'affirmer pleinement. On a eu beaucoup d'études aussi sur des personnes qui faisaient de la musculation, des femmes qui faisaient la musculation, où il semblerait que au moment du pic ovulatoire, on ait les PR qui tombent à ce moment-là. Mais c'est vrai que la science aujourd'hui a un petit train de retard au niveau validité scientifique. Et je pense que, par contre, il y a quelque chose qui est incontestable,
c'est que le cycle chez la femme aujourd'hui va influencer sur la perception de l'effort, enfin du ressenti de Ouais. l'effort. Comment? Ouais, le RPE, ouais. Ouais, le RPE, ça va être chez les dames qui ont des douleurs, ça va aussi jouer sur leur capacité à performer parce que quand vous jouez, que vous avez mal au ventre, bah, c'est quand même toujours plus difficile que quand vous jouez, que tout va bien et que vous êtes on fire. Il y a beaucoup de, enfin, sur le sommeil aussi, bah, si votre cycle perturbe votre sommeil, notamment aussi tout ce qui est syndrome prémenstruel, bah, sommeil et récupération sont quand même étroitement liés. Et quelqu'un qui dort moins bien, bah, va forcément être moins performant. Donc il n'y a pas de lien direct entre voilà, le cycle, les phases de cycle et la performance. Mais en tout cas, au niveau du ressenti et des effets que ça a sur la femme, c'est ça qui pourrait jouer quand même sur la performance. Ouais, puis on a de plus en plus de personnes, de chercheurs qui s'y intéressent quand même. Euh, mais après, c'est sur un certain groupe de filles Ouais. d'un certain sport, sur par exemple juste la puissance, par exemple, qui va être étudiée. Mais effectivement, je pense qu'on rentre dans une génération et dans un moment où on va avoir de plus en plus d'études pour avoir des chiffres sur ça. Et ça va être exploitable, quoi. Ouais. Du coup, là, on a parlé vraiment de la spécificité au niveau du cycle. Et maintenant, on va parler de la différence, parce qu'il y a quand même, au-delà du cycle, des différences entre les hommes et les femmes. Et notamment, donc, en 2023, il y a le consensus de l'American College of Sport Medicine qui a établi que le sexe biologique, féminin ou masculin, était responsable fondamentalement de différences et l'homme serait en tout cas plus fort, plus puissant, et alors que la femme va être, on va comment dire, caricaturer la chose, hein, mais la femme va être plus sur des stratégies d'endurance. Elle va être capable d'enchaîner des efforts moins intenses, mais de manière beaucoup plus répétée, beaucoup plus sur le long terme. Et ces différences, elles sont très peu marquées avant l'âge de la puberté. Parce qu'au niveau de, avant qu'on démarre tous notre puberté, bah, il n'y a pas ces variations de cycle Hormonal, ouais. qui, c'est pas, ouais, il n'y a pas ces variations hormonales qui se mettent en place. Mais à partir de la puberté, on a d'un côté la production de la testostérone qui augmente de manière hyper importante chez les garçons que les femmes n'ont pas. Alors, ce que je ne dis pas, c'est que les femmes produisent de la testostérone. Donc ça, il faut le savoir parce qu'on a beaucoup d'idées reçues qui vont nous dire que les femmes n'ont pas de testostérone. Alors, c'est faux. C'est juste que la production de la testostérone chez l'homme, elle est entre 10 à 20 fois, suivant les individus, plus importante. Et c'est cette production de testostérone qui va venir jouer en fait sur plein de systèmes qu'on va évoquer là par la suite, mais qui donnerait en fait ces différences au niveau de la puissance, au niveau de la force, au niveau de l'explosivité. Et donc on peut dire qu'on a des profils qui vont être complètement différents, des profils physiologiques qui vont être complètement différents entre l'homme et la femme. On va attaquer tout ça. Donc, la première différence, c'est au niveau des filières énergétiques. Est-ce que tu vois un peu les différences qu'on peut avoir au niveau des filières énergétiques entre les hommes et les femmes? Je l'ai surtout vu à l'école, Ouais, comme tu l'as cité, hein, les études qui ont été faites pour savoir quel type de fibre musculaire se développe plus chez une fille, chez un garçon. Il y a plein d'études qui sont sorties là-dedans. Récemment, il y a des études qui ont été faites sur le sport d'endurance extrême. Donc, il y a des chercheurs, je sais plus quelle nationalité, mais qui ont montré que les femmes peuvent battre les hommes seulement sur des sports d'endurance longue. Et je pense que dans un des premiers épisodes que vous avez fait avec KSP, vous en parlez. ouais, on en a parlé avec Fanny. Exactement. Oui, Donc là, on est quand même, on arrive sur des moments pour pouvoir comparer les hommes et les femmes. On est sur du très 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 haut niveau. Mais en fait, la science montrerait que à ce niveau-là,
les femmes peuvent tenir plus longtemps que les hommes. Donc, moi, je l'ai jamais ressenti. Enfin, moi, je l'ai jamais ressenti parce qu'au niveau où je suis, on se mélange pas. Ouais. Je fais un sport qui est non mixte, Oui. qui, enfin voilà, je fais un sport où on est souvent comparé chez les hommes en disant bah le sport féminin c'est plus faible, c'est moins bon, c'est moins puissant, etc. Et du coup, il est vrai que notre forme de jeu correspond à cette donnée scientifique-là physiologique. Ouais. Parce que, bah, effectivement, les phases de contact, d'impact vont être moins impressionnantes que chez les garçons. On va fuir le contact. Là, je parle au rugby. Par contre, sur de la course à pied, on va plus facilement nous comparer avec les hommes. Bah alors oui, De manière positive, je veux dire. effectivement, dans le rugby, il y a cette notion de puissance, de De contact, force, ouais. de force qui est nécessaire. Et effectivement, au niveau de la course à pied, surtout la course à pied d'endurance, parce que j'en reparlerai un peu tout à l'heure, mais au niveau de la course à pied de vitesse, le 100 mètres par exemple, là on a quand même des différences significatives Bien sûr, mais t'es pas sur la même filière qui sont pas sur les mêmes filières énergétique. énergétiques. Mais en course, donc au niveau des filières énergétiques, on a essentiellement trois grandes filières énergétiques. Les filières énergétiques, c'est quoi? C'est ce que nous, les humains, on met en place pour produire de l'énergie. Et cette énergie, elle va être utilisée par le muscle pour se contracter. Donc on va avoir plutôt une filière donc ce qu'on appelle de l'anaérobie à lactique. Lactique est un mécanisme d'aérobie ou de système oxydatif. Donc dans le premier cas, on va utiliser ce qu'on appelle un mécanisme de phosphocréatine, la créatine. Donc c'est pour ça qu'il y a des sportifs Qui en prennent. qui vont en prendre aussi pour favoriser la contraction. Et donc on va utiliser cette phosphocréatine pour créer de l'énergie très rapidement. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ça va être essentiellement dans le muscle qu'elle va se trouver. Et donc, en fait, la phosphocréatine va avoir une durée d'efficacité qui va être de 0 à 15 secondes maximum. Et après, on va partir dans des filières glycogéniques. Et donc, ces filières glycogéniques, ça va être l'utilisation du sucre. On va utiliser le sucre pour créer de l'énergie, pour former ce qu'on appelle de l'ATP, adénosine triphosphate. Et ensuite, on va avoir un troisième mécanisme qui va utiliser l'oxygène, donc mécanisme aérobie, c'est pour ça aérobie oxygène, qui va être beaucoup plus puissant et qui va créer beaucoup plus d'énergie et qui va passer par la dégradation en fait de molécules, notamment lipidiques, donc des graisses ou des sucres, pour créer de l'énergie. Et alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'homme va être plutôt favorisé sur Les deux premières. les deux premières, bah, notamment via sa masse musculaire pour Exactement. le mécanisme de phosphocréatine. Mais donc, il va utiliser plutôt la filière glycogénique, alors que la femme elle va être clairement avantagée sur la filière oxydative. Ouais. Et c'est pour ça qu'on parle De l'endurance. de l'endurance, des ultra-trails. Et moi, je pense que sur les épreuves de très, 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 très long, on a déjà des filles qui ont démontré qu'elles étaient au même niveau que les garçons. Je pense qu'aujourd'hui, avec l'augmentation, en fait, de la participation féminine aux courses féminines, parce qu'il faut savoir aussi que le nombre d'inscrites sur les trails aujourd'hui est encore moins grand chez les femmes que chez les hommes, et les femmes se mettent à la course à pied réellement que depuis quelques années. Mm. Et Moins de 10 ans. ouais, moins de 10 ans. Moins de 10 ans, on a eu une explosion depuis le Covid. Et je pense que déjà les femmes ont dû faire un combat pour participer, ne serait-ce qu'à avoir le droit de participer à un marathon. Dans l'histoire, c'est quand même incroyable. Et la première qui a participé à un marathon, elle a dû jouer des coudes et elle s'est presque faite sortir de la course par un commissaire. Mais je pense que les filles, elles voient leur potentiel dans le long et que là-dessus, elles ont clairement un mot à dire, tout simplement parce qu'elles sont avantagées. Et donc, du coup, on a aussi cette différence au niveau des fibres musculaires. Et c'est ça qui peut aussi expliquer ces différences de performance. Donc, on a trois types de fibres musculaires. On va avoir la fibre musculaire de type 1, de type 2A, de type 2B ou 2X.
la femme va être plutôt avantagée et va avoir plus de fibres musculaires de type 1. Cette fibre musculaire de type 1, ça va être une fibre lente, ça va être les fibres rouges. Pourquoi rouges? Parce que elles Elle vont, travaille à ouais, elles l'oxygène. travaillent Ouais. effectivement à l'oxygène. C'est pour ça qu'elles sont beaucoup plus endurantes. Qui Et sont présentes plus dans les muscles posturaux, les muscles qui doivent travailler longtemps. ouais. Ouais. Bah, en fait, tout type de fibre est présente partout dans tout le type Mm. de muscle. C'est juste leur composition générale et leur pourcentage qui va différencier. Et donc, la femme, elle va avoir plus de composition de fibres lentes. Mais qui dit fibre lente, dit fibre beaucoup plus endurante, qui va être capable d'encaisser beaucoup plus de charges d'entraînement à volume sous-maximal. Ça, il faut le dire. Mais sur le long, les filles, elles savent encaisser Ouais. sans problème les efforts. Donc ça, c'est vraiment un... Et comme tu disais, pour revenir sur ce que tu disais tout à l'heure, en fait, on découvre ça maintenant parce que c'est... Oui, il n'y a pas eu beaucoup d'études sur les filles, mais c'est parce que les filles pratiquaient pas encore. Et là, on arrive dans un moment de l'histoire où les filles pratiquent de plus en plus. D'ailleurs, dans les cabinets de kiné, on traite de plus en plus de femmes qui se mettent au sport. Mm. Et plus on va avoir de femmes qui pratiquent le sport, que ce soit de l'amateurisme ou du pro, plus on va devoir s'intéresser à elles et à voir comment elles fonctionnent et à voir leurs spécificités à elles. Et donc, on va devoir faire des études. Et je pense que c'est un système vertueux qui va vraiment augmenter dans les années à venir, quoi. Ouais. Ouais, bah, franchement, si on a un conseil, les filles, faut vous lancer, mettez-vous au sport, vous avez clairement votre place et là-dessus, il n'y a pas débat. Mm. Et donc, du coup, au niveau des différences physiologiques, on a parlé de la carrosserie de la voiture, donc tout ce qui va être fibre et de l'essence, donc la filière énergétique. Mais les différences aussi, elles vont s'opérer au niveau du moteur. Donc, on va avoir un système respiratoire qui va être différent, avec une taille de bronche, une taille pulmonaire, les volumes pulmonaires qui Ouais. vont être différents, ce qui fait qu'on va avoir une différence au niveau de la VO2 max. Donc la VO2 max, ça va être une caractéristique que vous pouvez, ce qu'on appelle aussi après les tests VMA, on mesure tout ça en préparation physique générale, et ça va être votre capacité à tenir un effort dans le temps. Globalement, la VO2 max. On va avoir une taille cardiaque aussi qui va globalement être plus grosse chez les garçons. Et donc, ouais. Ouais, mais l'image de la voiture, c'est bien pour comprendre qu'effectivement, plus t'as quelque chose de gros, plus tu génères enfin, tu peux gérer des plus gros volumes et du coup, plus de puissance, plus de force. Ouais. Je pense que c'est bien pour le comprendre, cette différence, effectivement, de taille, en fait. Ouais. Et nous, on le voit aussi chez les filles, hein, les filles plus grandes, plus costauds. L'image de la cage thoracique, c'est exactement ça, hein. Elles génèrent elles ont des meilleurs VMA, elles ont des meilleures data derrière sur tout ce qu'elles font, quoi. Ouais, bah, par le volume. Mm, mm. Et on va avoir aussi donc des différences au niveau. Alors ça, c'est un sujet qui fâche, mais il faut pas, entre la masse grasse et la masse maigre, où les garçons vont avoir davantage de masse maigre. Bon, ça se voit pas sur moi, mais voilà. Et, Et les filles, plus de masse grasse. et les filles plus Et de ça se voit masse. sur moi. Et donc, mais alors par contre, c'est aussi pour ça que dans certains sports comme la natation, j'ai lu des articles là-dessus, les femmes seraient plus performantes ou aussi performantes que les garçons en natation, en eau vive. Tout simplement pourquoi? Parce que Flottabilité. ouais, au niveau de la flottabilité, on aura une différence à ce niveau-là qui confère un avantage. Bon, bah, pour une fois Donc que... ça, mais donc ouais, enfin une fois qu'on a dit tout ça, avec ces différences en fait musculaires, Physiologique, ouais. physiologiques, on va avoir sur beaucoup de sports des différences qui vont être de l'ordre de 10%. C'est pour ça que ça peut expliquer aussi que un Usain Bolt, il va faire le 100 mètres en 9 secondes 58 et que la meilleure performance féminine, ça va être 10,49 chez Griffith. On a une seconde à dire, ce qui fait 10% dans un 100 mètres. Et on a ces différences-là qu'on peut retrouver aussi à la perche avec notre cher Duplantis qui pousse la perche toujours plus haut, où on va être sur des hauteurs au-delà
de s'y mettre, alors que chez les filles, une des stars de la perche et celle qui détient le record, on va être sur Isimbayeva avec des hauteurs qui vont être à 1 mètre, 1 mètre 30 en dessous Ouais, des c'est valeurs de énorme. Duplantis. Donc Mm, mm, mm. il y a des petits écarts qui se font à ce niveau-là. Maintenant, une fois qu'on a parlé un peu du moteur, de la carrosserie, de l'énergie, on va voir le pilote, donc le cerveau, des différences au niveau du cerveau qui vont être hyper importantes, avec des stratégies motrices, donc c'est-à-dire quand vous allez faire un mouvement, quand vous allez faire un squat, quand vous allez faire un exercice, votre cerveau va envoyer des informations pour que votre muscle se Réalise contracte le et mouvement. réalise le mouvement. Et on voit qu'entre les femmes et les hommes, il y a des stratégies qui vont être différentes, et notamment au niveau du genou, donc ce qu'on appelle dans le plan frontal. Donc le plan frontal, c'est quand vous nous regardez de face, et les femmes vont avoir une stratégie au niveau du genou qui va être moins efficace, notamment aussi à cause de la largeur du bassin qui va Plus être large. plus large. Donc vous allez avoir des genoux qui vont rentrer en X, ce qu'on appelle un génu valgum. Ce génu valgum et cette différence de stratégie de contrôle moteur du genou va augmenter notamment le risque de lésion du ligament croisé antérieur. Et au rugby, les femmes ont 2 fois plus de chances de se blesser statistiquement que les hommes au niveau du LCA. Alors, Ouais, je sais pas si à Villeneuve, vous en avez beaucoup des croisés. on en a. Ouais, On en a. On n'est pas sur la saison où on a le plus, je touche du bois. On en a, mais on en a au moins un ou deux par saison. ouais, On est à deux là déjà, c'est pas mal. ouais, Une année, on en avait 5. ouais, c'est beaucoup. Donc c'est beaucoup, mais comme tu dis, il y a cet angle Q, si on peut Ouais, encore l'appeler comme ça. c'est l'angle Q qui, en fait, Si on a cet angle du genou, on a la phase folliculaire, on a la fatigue, ouais, on a plein d'autres. Puis on a aussi surtout le contact, quoi, le rugby ouais. qui vise les genoux, donc des fois c'est la faute à pas de chance aussi, quoi. Ouais, c'est ça. Et, donc maintenant, on va parler un peu d'un problème qu'on rencontre quand même de plus en plus dans le sport de haut niveau et qui était très tabou jusqu'à il y a peu de temps. Là, les langues commencent à se délier. Les réseaux sociaux ont quand même bien fait les choses aussi à ce niveau-là. C'est le Red S syndrome. Est-ce que toi, t'en entends parler dans ton quotidien, est-ce que le staff médical te... Alors la première fois que j'en ai entendu parler, c'était encore à l'école. Ok. Donc encore une fois, l'école qui sert le rugby et l'inverse. À l'école À de l'école de kiné. kiné, ouais. Alors, moi qui suis diplômé de l'âge de pierre, c'est-à-dire C'est pas du tout ce que je voulais dire. non, les 2013, Ouais, t'en entendais pas parler. 2013, Red S syndrome, on n'avait jamais Hmm. entendu ce terme, jamais. Bah nous, on en a parlé en physio, du coup, en Ouais, physio de l'effort, et aussi, bah, et en fait après, donc c'est lié, bah, justement au risque de blessure. Moi, j'en ai entendu parler d'abord en cours, mais je l'ai vu sur mes coéquipières et après je l'ai ressenti moi-même. Donc pour ah vraiment ouais, l'avoir expérimenté, ouais. ouais. Et le Red S syndrome, alors là, je vais avoir un accent anglais pitoyable. Mais j'essaie de bien le dire, c'est le relative, on dit? Ouais, bah, tu peux le dire en Énergie. français, hein. Ouais, bon, je sais pas comment on le traduire en français, mais en gros, c'est un déficit énergétique Ouais, dans le sport. on va le dire. Moi, j'ai un accent aussi un peu à la Macron, on va dire. Relative Energy Deficiency. Ouais, c'est ça, hein, relative énergie Déficience. oh là là là. Voilà, Relative fait. energy deficiency in sport. Ouais, voilà. C'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. On va le prendre. On va le prendre, tant pis. Moi, j'assume que mon accent anglais est horrible. Mais du coup, bah voilà, c'est un syndrome parce que en fait, un syndrome, c'est quelque chose qui va toucher plusieurs systèmes Mhm. et qui peut s'exprimer de différentes manières. Donc, c'est vraiment un déficit en énergie dans le sport. Donc, comment on peut avoir un déficit d'énergie dans le sport? De Ouais. plein de manières différentes, Ok. évidemment. D'abord, quand on parle énergie, on en parlait tout à l'heure, tu as parlé de sucre, tu as parlé de graisse, etc. On n'a pas encore vraiment parlé de nutrition, mais l'alimentation, c'est quand même un gros sujet dans le sport. Il y a un Québécois qui est nutritionniste que je conseille d'aller écouter, qui s'appelle Ben Boulanger.
Et merci Mejda de m'avoir fait découvrir ce spécialiste qui en parle très bien. Lui, il fait du CrossFit, mais il a fait des études très poussées dans la nutrition pour comprendre le RED-S chez les sportifs. Et en fait, donc voilà, on peut accumuler en fait de la fatigue, soit parce que en fait attends, je la refais. On accumule de la fatigue quand la demande en énergie est plus importante que ce qu'on donne à notre corps. Ouais. Donc, si on augmente notre pratique physique mais qu'on n'apporte pas assez de nutriments, bah on crée un déficit. Si on demande plus d'énergie à notre corps mais qu'on dort moins, on crée un déficit en récupération. Donc, on va avoir le sommeil, l'hydratation, l'alimentation, qui sont les 3 plus gros facteurs de risque, entre guillemets, de fatigue tissulaire. Et en fait, les répercussions, elles vont arriver sur différents systèmes. On va avoir, nous, on parle chez les filles, il y en a 3 qui sont vraiment identifiés. Mais tu as le système hormonal. Donc, Ouais. quand c'est poussé vraiment loin, le RED-S, il peut te faire carrément disparaître les règles. On a le système d'ostéoporose aussi anticipé. Alors, quand l'ostéoporose arrive normalement beaucoup plus tard, Donc, c'est le système osseux. voilà, système osseux. Ouais. Et ensuite, bah, tu peux avoir toutes les blessures du système musculo-squelettique. Lésions musculaires, ligamentaires. On parlait des LCA. Un LCA peut arriver à cause d'un RED-S. Voilà. Et on commence à parler aussi de tout ce qui est fatigue psychologique et mentale, si on peut dire ça comme ça. D'ailleurs, pareil, la préparation mentale fait partie de la sphère du sport performance. Mais voilà, le RED-S, c'est quand même quelque chose qu'on observe dans le sport qui se professionnalise, dans le sens où on parlait tout à l'heure du taux horaire et de la charge d'entraînement qu'on a sur une semaine. En fait, voilà, la réalité du sport féminin pour la plupart des athlètes, c'est que on fait tout comme des pros, donc les mêmes horaires que les pros, mais on a aussi l'emploi du temps d'un actif. Par contre, on n'augmente jamais le taux horaire de la récup. Oui. Ouais, Et c'est la première chose que tu supprimes dans ton emploi du temps, en fait. Ouais. Et donc, bah, tu t'augmentes cette fatigue-là. Pareil, prendre le temps de manger, mais là, c'est vrai chez tout le monde. S'imposer une nutrition saine et d'avoir un temps Il faut le temps pour alimentaire. cuisiner. Voilà, il faut le temps pour cuisiner. Ouais. Il faut le temps pour bien manger aussi. Chez les kinés, moi, j'ai travaillé avec énormément de personnes et autour de moi, j'ai beaucoup de kinés qui s'alimentent mal parce que bah, des fois, ils s'alimentent pas. Des fois, ils prennent... ça va être juste un système de collation. Mais en même temps, ils vont préparer une épreuve sportive importante. Et donc, nous, on apprend ça aussi dans le sport de haut niveau. C'est comprendre que, tu parlais tout à l'heure de la voiture, là, de la machine. En fait, il faut que tu mettes le bon carburant dans ta machine pour qu'elle roule. Et le bon carburant, c'est pas uniquement la bonne bouffe, c'est bien dormir. C'est être capable de dire, OK, toi, tu fonctionnes bien avec 8 heures de sommeil. Tes 8 heures de sommeil, tu dois les avoir pour être performante sur le terrain. Ouais. Malheureusement, la vie et la condition fait que on n'arrive pas à aligner toutes ces conditions-là pour y arriver. Et donc, on n'est plus sujette à la blessure. Ouais, la différence avec notamment les athlètes professionnels et professionnalisés masculins, c'est qu'eux, ils ont tout un encadrement où je suis passé par le Racing Club de Lens, par exemple, en stage, où le midi, il y a un self. Donc, le matin, tous les matins, il y avait un premier entraînement prépa physique. Après, ils allaient sur le terrain. Le midi, il y a un self, donc on leur prépare les repas avec diététicien, nutritionniste. Et donc il y a déjà cette logistique, cette Ouais, qui est charge pris en charge, ouais. mentale qui est optimisée. Et par la suite, il y a la sieste qui est... Ah ouais? Ah ouais. Ah Et, ouais! beaucoup de... Sympa. Il y avait la sieste, oui.
On s'est vraiment peut-être trompé de sport. Et ouais. Bah, Créneau sieste. mais à l'époque, même C'est intelligent. pour ceux qui avaient suivi le LOSC de l'époque, Marcelo Bielsa, qui était un coach qui est passé par Lille, il avait fait venir au domaine de Luchin tous des petits cabanons qui ressemblaient à Des lits. des sortes de mobil-hommes en bois, des rondins comme ça, où les sportifs, après l'entraînement, entre l'entraînement, alors il y avait entraînement le matin, entraînement le soir, mais entre les deux entraînements, ils pouvaient aller faire une sieste dans leur Ah ouais, on n'est mobil-homme, on pas va du dire, tout dans à la même Luchin. réalité. Non, Ah ouais, ouais. mais oui, enfin, Mais ouais, il y donc a la pour te sieste. dire la différence de statut, quoi. Ouais, Et donc ça fait partie des... Enfin voilà, l'énergie que tu offres à ton corps, en fait, elle dépend de ta situation professionnelle. ouais, Et c'est malheureux, mais c'est comme ça. Et professionnaliser un groupe de filles, bah, c'est leur donner les clés pour disposer de leur plein potentiel, en fait. c'est Il y a ça. des filles qui ont un potentiel à devenir les meilleures et elles l'utiliseront pas Les conditions, elles sont parce que les pas. conditions sont pas alignées, quoi. Et le REDES aussi va toucher. En fait, il faut un peu voir ça. Moi, j'aime bien les métaphores, les voitures, mais il faut voir ça comme un système de mise en veille. C'est-à-dire que l'organisme général, il va pas avoir de, il va pas, enfin, vous allez trop lui en demander. Vous allez pas favoriser votre récupération ou surtout, en fait, au niveau énergétique, votre alimentation. Et donc, du coup, il va se mettre en veille d'énergie et il va éteindre toutes les fonctions qui, pour Ouais, lui, ne sont pas nécessaires. Donc, notamment l'aménorrhée, le système reproductif. Donc, plus de règles. Et donc, un des grands signes et une des questions, en tout cas, à poser quand vous avez que vous soyez soignant, kiné, prépa physique, une des questions sur laquelle il ne doit pas y avoir de tabou aujourd'hui à poser, c'est est-ce que vous êtes réglé, tout simplement. Parce que ça, c'est un des signes d'alarme au niveau biologique qui est hyper, hyper important. Et aussi la question de l'immunité. Donc vous allez moins savoir vous défendre. C'est des gens qui vont tomber malades assez souvent pour un oui, pour un non, choper la petite crève du coin. Et en fait, dans les idées reçues qu'on avait à l'époque, on se disait que la sportive qui n'avait pas ses règles, c'était un gage de performance et c'était normal. C'est-à-dire que quand tu es sportif, et que tu pas tes règles, en gros, c'est quelque chose, enfin, qui traduit de toi le fait que tu sois une sportive de haut niveau. Et on est en 2026 et aujourd'hui, il faut quand même plutôt voir ça comme un signe d'alerte et d'alarme complètement. qu'un signe de, je suis performante sur le terrain. Et il faut le dire, enfin, c'est pas normal de pas avoir ses règles, c'est pas normal de bah, d'avoir des restrictions alimentaires qui te... Moi j'ai l'expérience, je connais des gens qui ont été dans des systèmes où on provoquait un REDS, en Mmh. fait. Parce que on estimait que manger du sucre, ça allait créer une prise de poids qui était pas bonne pour la performance, alors qu'en fait, à une certaine charge d'entraînement, en fait, limite, il faudrait que tu manges plus que même quand t'as pas faim, en fait. Faut que tu donnes cette énergie-là à ton corps parce qu'il va l'utiliser à un moment ou à un autre parce que t'as deux entraînements dans la journée. Nous, c'est notre cas à nous. Et oui, ne pas avoir ces règles, c'est pas normal. Il faut en parler. Et je m'adresse surtout aux filles parce que effectivement, c'est bien d'avoir des soignants qui font gaffe, mais les filles, en fait, il faut qu'elles le sachent elles-mêmes, en fait, pour pouvoir elles-mêmes comprendre leurs signaux propres. Ouais. Ça, c'est encore un gros sujet, je pense. On manque d'éducation complètement C'est un chez les gros filles. travail à faire dans tous les clubs Dans tous les clubs, dans tous les sportifs, sports. Mm, ouais, mm. que ce soit amateur, professionnel, il faut en parler. Il faut en parler aussi chez les adolescentes parce que souvent les adolescentes, alors elles ont un peu cette idée de je vais moins manger, je vais m'alléger, je vais être beaucoup plus performante, je vais aller plus vite. Il faut savoir que les conséquences du REDS, ça va être une fatigue qui va être permanente. Parfois, vous pourrez avoir des troubles psychologiques ou des baisses de motivation, des envies d'arrêter l'entraînement. Vous allez augmenter votre temps de récupération. Donc, c'est-à-dire que pas vous alimenter, c'est quand même
une mauvaise idée, vous allez augmenter effectivement vos risques de blessures. Et on en a parlé aussi tout à l'heure. Il y a toute cette atteinte et cette composante aujourd'hui psychologique de santé mentale où vous allez pouvoir, ça peut vous amener à arrêter votre sport tout simplement. Et il y a cette pression parfois du résultat et de la légèreté qui fait que ça va amener la fille à pas s'alimenter, à louper ses collations parce que une fille sportive doit prendre des collations. Pour moi, quand on fait un sport à haut niveau, on doit passer par des collations avant l'entraînement, post-effort. Maintenant, il y a pas mal de professionnels de santé qui sont formés là-dedans, donc n'hésitez pas Vous renseigner. à vous renseigner. Il y a beaucoup de podcasts là-dessus. Il y a Alice Lévesque qui je vous invite elle a fait une super interview. C'est une kiné diététicienne, donc en plus elle a les deux casquettes. Elle parle de son REDES et en fait son REDES à elle, il est arrivé parce qu'on lui a demandé, elle joue en équipe de France de handball et à l'équipe de Metz, et on lui avait demandé d'arrêter le sucre. On lui a demandé d'arrêter Ouais, le on lui sucre. avait demandé de diminuer et d'arrêter le sucre. Elle s'était mise à arrêter le sucre. Et du coup, elle a commencé à présenter des troubles et des signes et qu'elle n'a Ouais. pas identifié au début comme étant REDES, parce qu'on n'en parlait pas, qu'on avait catégorifié comme un burn-out de l'entraînement et un surentraînement. Et au final, elle a rencontré, alors toi, tu as parlé de ton Canadien Ben boulanger. qui était nutritionniste. Et moi, j'en ai un qui est très bien aussi, qui est formateur à la clinique du coureur, qui s'appelle Anthony Berthoud. Et en fait, c'est en rencontrant et en lisant les formations et les bouquins d'Anthony Berthoud qu'elle s'est rendue compte qu'elle était en REDES. Elle a fait le lien en fait Ouais. entre son régime et Ouais. sa perte enfin son manque de motivation. Ouais. Ouais. Mais en fait, je pense qu'on arrive aussi à un moment où en fait le sport féminin était calqué sur le modèle du sport masculin. Et comme tu dis, on a eu des discours ah les filles si vous avez pas vos règles, tant mieux, vous allez être plus disponible pour la performance. Or, parce que en fait, ça ressemble à un sport masculin de pas avoir ses règles. Et c'est là où c'est important et merci de faire un podcast sur le sujet. En fait, le sport féminin est différent parce qu'on est femme et du coup, il s'aborde autrement et faut normaliser en fait le sport féminin. C'est pas je pense que c'est pas aux sportifs de s'adapter, mais c'est au système du sport de s'adapter maintenant aussi aux sportives. Ouais. Ça a été vraiment l'inverse un moment et heureusement qu'il y a des professionnels de santé qui sont là pour répondre à ces athlètes et il en faut encore plus pour les années à venir, quoi. Ouais. Alors, donc, du coup, comment on sait que vous avez un REDES? Il y aura un faisceau d'indices qui peut converger. C'est vraiment, comme on a dit, multifactoriel. Ouais. Vous aurez une perte de motivation, une perte d'énergie. Vous allez vous entraîner à fond, mais vous allez avoir une perte de votre performance. Vous allez diminuer vos RP si vous faites de la muscu. Vous allez être moins efficace, beaucoup moins motivé. Et surtout, effectivement, on a parlé de cette aménorrhée qui arrive. Et donc, c'est vraiment ce faisceau d'indices-là qui va amener à diagnostiquer le REDES. Et une fois que vous avez diagnostiqué le REDES, alors comment, une fois qu'on est dedans, il faut arriver, il y a plein de méthodes pour s'en débarrasser et s'en sortir. Donc, ça va être déjà réintroduire des collations, aller voir une diététicienne ou en tout cas vous faire encadrer par un professionnel de santé qui va regarder déjà au niveau de ce qu'on appelle les macro-aliments, les macronutriments. Donc ça va être essentiellement, il va regarder lipides, glucides et protéines. On parle pas assez des protéines, mais les protéines, elles sont hyper importantes dans le REDES et souvent, quand on fait du sport, on n'en prend jamais assez. Ouais. Et donc, on aura toute cette stratégie de réaugmenter votre énergie, votre essence, et diminuer en fait le nombre de kilomètres que votre voiture a besoin de faire. Donc, vous allez adapter un peu votre entraînement, vous allez diminuer ou peut-être mieux répartir vos charges. Donc, c'est-à-dire que si vous faites 2 gros entraînements bien costauds, peut-être qu'il faut réduire un peu les durées des entraînements ou les fractionner. Et ensuite, revoir un peu les collations, le calendrier nutritionnel, les macro-aliments, et tout ça va rentrer dans l'ordre.
Les cycles peuvent prendre quand même, il faut le savoir, quelques mois à revenir. Mhm. Et ce qui est un peu plus long à revenir, c'est la santé osseuse. Parce que c'est des femmes aussi, on n'en a pas parlé, mais qui vont présenter des fractures de fatigue spontanées. Donc, c'est-à-dire que vous allez faire du sport et vos os vont se casser. Notamment au niveau, par exemple, du pied ou du fémur, du bassin, c'est là où ça arrive le plus souvent aussi avec le tibia. Et donc la santé osseuse, ça va mettre quand même plusieurs mois à revenir. Ouais, donc vraiment, ce que tu as dit, c'est le plus important, c'est de bien s'entourer, d'aller consulter des personnes qui sont formées. Moi, je pense notamment ce que tu disais sur les protéines. On est dans un moment où il y a plein de régimes Ouais, qui apparaissent, divers et variés, ouais. divers et variés. Moi, j'ai des coéquipières qui sont végés et qui ont complètement été accompagnées sur ce sujet-là et qui sont pas en manque de protéines, mais parce que elles sont documentées, parce que elles ont été éclairées sur le sujet. Et donc voilà, faut pas hésiter à faire, à se créer un collectif formé autour de soi pour prendre soin de soi, quoi. Hmm. Bon, gros sujet quand même, le REDES. Le REDES. Est-ce que toi, donc t'es kiné, est-ce que le fait d'être kiné, ça te confère un avantage par rapport à tes collègues? Est-ce que tu vois les choses différemment au niveau de ta pratique sportive? Tu gères peut-être les choses différemment? Alors, oui, il y a 2 choses qui me permettent de le faire, d'aborder ma pratique différemment. C'est, le métier de santé, donc où j'ai une connaissance peut-être, anatomique, qui est un peu plus importante. Maintenant, en termes de temps pour, pouvoir, mettre en place des routines individuelles, et me les appliquer à moi-même, Hmm. bon, je suis pas la meilleure des élèves. Mais après ça, c'est des choix et c'est moi aussi, hein, je manque de temps. En fait, être kiné, ça te permet, bah, d'avoir des notions, mais par contre, tu as besoin d'un kiné quand même pour te les appliquer. Ouais. Enfin, en tout cas, ça, c'est ma façon de gérer, dans le sport. Par contre, je pense qu'il y a aussi la question de la maturité. Je pense qu'aujourd'hui, j'arrive à un âge où je fais beaucoup de liens entre ce que j'ai appris, entre toutes les notions de santé Mhm. et ma performance. Typiquement, le REDS, je sais le reconnaître. Chez moi, je sais en parler avec les autres pour qu'elles le reconnaissent. Mais il m'a fallu du temps, il m'a fallu de la pratique, il m'a fallu, bah voilà, me mettre dans l'expérience, me mettre dans la difficulté aussi pour arriver au moment où on peut avoir ce genre de réflexion-là. Je pense que c'est pas juste de la théorie qu'il faut, c'est aussi de la pratique. Et voilà, toute la notion théorique anatomique, ça te fait passer un cap, notamment en prépa physique, tu vois. Ouais. Et toutes les notions physiologiques dont on vient de parler aussi. Tu te comprends plus vite, je pense, quand tu connais un peu les notions avant de les pratiquer. Euh, et puis tu t'aides un peu les copines aussi à se comprendre mieux. Bon après, j'avoue que moi enfin voilà, je sais aussi reconnaître certains red flags dont tu parlais et du coup ça on gagne du temps Ouais. d'avoir des kinés dans les équipes. D'ailleurs, il y a pas mal de filles en paramédical dans les équipes de rugby, donc c'est toujours un petit peu Ça va, une aide quoi. on t'embête pas trop en disant est-ce que tu peux regarder, enfin si vous êtes Non. plusieurs, est-ce que tu peux regarder ma tendinite Non, ici elle ou m'embête pas trop. Elle ça m'embête va? plus, non. Bah, parce que on a des kinés qui sont là pour ça. Ouais. Donc, non, elle m'embête pas. Elle m'embête pas. Franchement, ça arrive des fois, mais voilà, c'est jamais, ça m'embête jamais. On a aussi une autre étude, on a 2 autres étudiantes kiné dans l'équipe, Ouais. dont une qui était infirmière avant. Et donc, tu vois, elle s'est enlevée des fils en cas d'arcade recousu. Ah, en fait, c'est une C'est quand équipe même médicale que pratique, vous quoi. avez, c'est pas une équipe de rugby. Non, c'est pratique. Mais voilà, ouais, c'est vrai que ça m'aide pas mal d'être kiné. Et d'avoir été kiné dans le rugby aussi, hein. Ouais. C'est pareil pour l'histoire de la commotion. Tu vois, on est quand même un sport à risque sur les commotions cérébrales. Bah voilà, gérer la commotion, c'est aussi une pathologie qui est récente dans la manière dont on l'a étudiée, dans la manière dont on l'aborde maintenant dans le sport amateur et professionnel. La fédération, elle met en place des protocoles, mais d'avoir été kiné et de connaître un peu plus Ouais. cette pathologie-là, ça m'aide. Il Ouais. y a ça, le protocole, c'est lorsqu'il y a une commotion. En prévention, vous avez aussi
des préventions aux Sur la commotions, commotion, sur du, je sais pas, du renfort des muscles alors, fléchisseurs, extenseur de nuque, ouais. exposition au contact, tout ça? Donc, tu as deux types de prévention, entre guillemets. Donc, tu as d'abord protéger ton rachis cervical. Il faut savoir que la majorité des commotions au rugby, c'est pas forcément sur un contact direct, Ouais. mais c'est sur un rebond aussi de la tête. Par exemple, sur un choc, tu tombes en arrière et ta tête tape le sol, par exemple, parce que tu l'as pas retenu, en fait. Un peu Ok. comme un whiplash, tu vois. Ouais. Donc là, on va renforcer à fond le gainage cervical. D'ailleurs, moi, il y a des choses que j'ai appris en PP cervical que je réutilise avec des patients en fin de cervicalgie, tu vois, en fin de traitement de cervicalgie. Il y a des choses que je leur fais faire que j'ai eues, moi, dans mes préparations physiques au rugby, qui sont applicables à monsieur et madame tout le monde, entre guillemets. Donc le gainage cervical, grosse prévention. Et ensuite, de plus en plus, on a des chercheurs des neurologues qui font des pré-tests, un peu comme on a fait nous, En pré-saison? Ouais, en pré-saison, sur du musculo-squelettique. Mais maintenant, voilà, ça va être de la réactivité, des choses qui testent ton cerveau pour être capable de, ensuite, quand tu as eu un traumatisme, de comparer à une data que tu avais avant le trauma et voir si effectivement il y a des différences ou pas. Ah, c'est bien. Ouais. Ça va être plus des questionnaires en fait sur de la sur du réflexe, sur de la réflexion, voilà. Eh bien. Ouais, mais c'est récent, hein. Ouais, bah ça, enfin, les commotions, c'est vraiment quelque chose qu'on aborde pas depuis longtemps. Et tu vois, il y a des technologies qui sont pas encore dans notre monde amateur. Là, pour les 6 nations, les filles vont y avoir droit, mais tous les pros maintenant ont un protège-dents connecté qui envoie des données directement ça, j'ai à vu. un médecin qui est en dehors du terrain et du coup qui mesure les newtons sur les mouvements du rachis cervical en fait. Et du coup, ils sortent des mecs pour faire des tests de commotion quand il y a un sujet, quoi. S'il y a un doute, ils sortent, ils vérifient. Et puis, soit ils le sortent pour protocole commotion. Ouais, maintenant, c'est automatique, hein. Ouais, voilà. Ouais, j'ai vu que c'était automatique. Je pense que c'est le dentier qui Ouais, le qui protège-dents. détermine, en Ouais, fait, c'est ça. Et enfin, t'as dentier. vraiment. T'imagines les Ouais, c'est parce dentiers. que, bon, Des fois, ça ressemble un peu à des dentiers. j'ai fait un peu de gériatrie hier, donc Ah ouais, c'est c'est pour pour ça ça, que je suis c'est resté dans les dans dentiers. Mais ouais, on a de la chance d'être dans un sport qui évolue avec son temps Ouais. et qui fait vraiment attention à l'intégrité des joueurs. World Rugby, ils ont descendu la ligne de plaquage. Les mêlées à une époque, je sais pas comment ils faisaient pour. Enfin voilà, ils se rentraient dedans avec de l'élan. Enfin voilà, 8 mecs qui se fonçaient dedans sans aucune règle. Aujourd'hui, les arbitres sont super vigilants sur ça. Enfin voilà, on est dans un sport qui vraiment fait évoluer le jeu en respectant l'intégrité des joueurs. Par exemple, on peut plus plaquer sur le côté, sur les genoux, pour la prévention des croisés notamment. Ouais. Donc c'est intégrer le système de santé, on essaye un peu de l'intégrer dans les règles même du terrain, quoi. Ouais. Bah, surtout sur un sport de contact aussi intense et violent que le rugby, hein. Bon, on a déjà fait une grosse première partie sur toi, sur ton métier de kiné, sur aussi la vie un peu d'une joueuse professionnelle, moi j'ose le dire, de rugby. J'aimerais bien. Moi, ma question quand j'entends tout ça, toutes ces allers-retours entre un cabinet, des entraînements, tout ça, et cette différence clairement de reconnaissance au niveau sociétal, je me pose la question de est-ce que il y a des choses qui avancent là aujourd'hui? Enfin, clairement, la reconnaissance, notamment en médiatisation, le rugby quand même, même féminin, un sport qui va être beaucoup plus médiatisé, télévisé. On l'a bien vu avec la Coupe du Monde des Nations. Est-ce que aujourd'hui, une joueuse de rugby professionnelle peut vivre si elle n'est que joueuse de rugby professionnelle?